Sujet du jour, acquisition client. Le but, c'est que ça soit que de l'échange. Qu'on parte de vous, vos problématiques. Donc, vous allez chacun me partager concrètement un résumé de ce que vous faites comme activité, je le sais déjà pour certains, et quelles sont les problématiques que vous rencontrez en marketing, en acquisition client et en conversion. Ça peut être aussi sur la structuration de votre boîte, ça peut être en recrutement, et je vais vous présenter pourquoi j'ai la légitimité pour vous parler de tout ça. J'ai pris un extrait de doc, donc qui je suis déjà pour vous parler. Donc moi c'est Kevin Martinelli, j'ai fondé une entreprise en 2021 qui s'appelle The Machine, on a eu plus de 200 clients. Comment j'ai scalé mon agence? Donc moi j'ai une agence de 2500 € par mois à 25 000 € par mois encaissés en 8 mois. Et vous avez tout de suite la preuve, parce que c'est bien de dire qu'on fait de l'argent, mais peu de gens sont prêts à montrer leur compte bancaire. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai encaissé sur un mois. Alors ça va toujours varier en fonction des entreprises. Des fois, vous avez 30 000, des fois, vous avez 18 000, des fois, vous avez 25 000. Donc on a plusieurs clients qui nous payent, soit au pourcentage, soit des montants fixes. Donc par exemple, ici, on a eu une commission sur une vente. Ici, on a eu une cliente qui a démarré sur un de nos programmes à 1750. Une autre à 1250 ici, 1300, 2000, 5500. Alors quand c'est barré ici, c'est que c'est des clients, on ne peut pas partager les informations. Paul Pironnet Institut, qui sont publics, vous pouvez regarder sur Internet, 6 000 €, 1200, 850, 1000, et encore les derniers virements ici. Donc, quand on fait la somme de tout ça, on a encaissé 25 000 €. Après, ce sont les encaissements. Quand on facture aussi, on a généralement à plus. Donc, la légitimité, déjà, c'est en termes de cash, ce que je vais vous apprendre, c'est ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne pour mes clients. Je vais vous montrer également des cas clients de ce que je délivre. Maintenant, ce qui va s'appliquer aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça fonctionne pour de la prestation de service, ça fonctionne pour une association, ça fonctionne pour... j'ai pas tout à fait compris ce que tu faisais, mais tu fais, toi, tu es plus dans la partie logistique, c'est-à-dire textile, pour pouvoir produire. Et ensuite, mais tu t'occupes, tu donnes au client et c'est lui qui s'occupe de vendre après. C'est ça, pour l'instant. D'accord. Donc, tu es plus sur la partie production, je dis pas de bêtises. Production. D'accord. Donc, ça s'applique partout. Ça sera d'autant plus puissant si vous faites de la prestation de service et si vous vendez à des entreprises. Si vous vendez à des particuliers, ça va s'appliquer aussi. Mais c'est vrai que nous, on est plus spécialisé pour de la vente à des entreprises. Donc, juste, je vais passer 2-3 trucs. En termes d'études de cas clients, vous allez pouvoir remarquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec des humains. Donc nous, on a eu plusieurs types de profils. On a par exemple Lucero Martinez, qui est une personne qui a un organisme de reconversion professionnelle, donc c'est un organisme de formation. Et elle est spécialisée pour les ingénieurs. Donc par exemple, Bacha, s'il avait voulu se reconvertir, eh ben, ça aurait été la personne parfaite. Donc quand on a commencé ensemble, elle était à 7 000 € par mois encaissés. Elle avait un objectif de 15 000, on l'a fait monter à 21 000. On a également Charles, qui est un de nos clients, qui lui, c'est plus dans l'investissement. Donc, quand il a commencé avec nous, il était à 0 €. Son entreprise a fait faillite après le Covid. Donc, vraiment le pire moment pour lui. On est redémarré de zéro. Donc, on a recréé la société. C'est une société suisse. On a refait le marketing. On a tout fait de A à Z. On est passé à 61 000 € encaissés et 486 000 € facturés en 5 mois. Donc, c'est très intéressant. Il est passé à 10 000 € par mois encaissés et à peu près 7 fois plus en facturé. Donc, on fait toujours la différence entre ce qui est facturé et ce qui est encaissé. Tout le monde va vous dire sur les réseaux qui font beaucoup d'argent, ils parlent souvent d'argent facturé sur des contrats, mais c'est jamais ce qu'ils encaissent. Encaissé, c'est ce que tu as sur ton compte bancaire à la fin du mois. Donc, si par exemple, tu me fais une rénovation d'intérieur et tu me factures 2500 €, mais je paye en 2 fois, tu as encaissé par exemple 1250, mais tu as facturé 2005. Donc voilà, puis après un dernier, Clément, qui est un jeune de 17 ans, c'est complètement what the fuck, bon, c'est écrit sur Telegram. Je close pas, enfin je démarre rarement avec des débutants, sauf s'ils ont un bon état d'esprit. Lui, il voulait absolument qu'on démarre. Et c'est une de nos meilleures études de cas, parce qu'on l'a fait passer de 0 à 25 000 € par mois, et c'est un résultat qui maintient dans la durée. C'est rare de pouvoir maintenir, souvent il y a ça varie beaucoup. Et ce jeune homme-là, on a tout fait avec lui, c'est-à-dire qu'on l'a aidé à acquérir les compétences, à structurer une équipe, apprendre à vendre, le marketing. Bien sûr, il s'est fait aider aussi par d'autres personnes, donc on n'a pas été le seul facteur de succès. Et en termes d'appels avec des clients potentiels, il a eu, alors là, les données sont vieilles, mais il a fait 1100 appels de vente en 2024. C'est énorme, vous divisez par 12, ça veut dire que tous les jours, il est en train de discuter avec des prospects. Donc c'est à 17 ans. Et il a passé ses 18 et il nous a fait un retour sur LinkedIn, etc. Donc déjà, ça va vous permettre de comprendre que ce que je vais vous partager, c'est du concret et qu'on ne se base pas sur du vent. Vous pouvez contacter toutes ces personnes, le prénom et le nom sont publics. Ensuite, quel est le parcours que j'ai pu avoir? C'est vrai que certains m'ont posé la question, je crois que j'ai dû le noter dans ce doc. Voilà. Donc,
À la base, je ne suis pas entrepreneur. À la base, moi, j'étais danseur professionnel pendant 17 ans et j'étais champion du monde. J'ai 13 compétitions à mon actif sur lesquelles j'ai fini soit top 1, soit top 2, soit top 3. La majorité du temps, j'étais top 1. Et ce que j'ai appris dans le sport de très haut niveau, qui m'a permis de me professionnaliser, donc j'étais payé pour ça. J'ai fait des tournées internationales, on a fait plus de 300 spectacles, on est passé à la télé, je passe à la télé plusieurs fois, que ce soit dans un cadre business ou sur Arte. C'est que ça m'a permis de comprendre quel est l'état d'esprit nécessaire pour développer une entreprise qui performe. On peut avoir deux attitudes, soit on a envie de kiffer, d'être freelance, de se gagner 2, 3, 5 000 euros par mois, et c'est très bien, et je le recommande. Et si on a envie d'aller plus loin, il faut un certain état d'esprit, parce que ça représente que, si je ne dis pas de bêtises, d'après l'INSEE, 10% des entreprises dépasseront 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc c'est très peu. Donc à partir du moment où vous performez à haut niveau, vous comprenez certains motifs, la régularité, le leadership, comment s'adresser à des gens, comment les comprendre, les écouter. Ça marche dans la danse. Quand vous êtes avec une équipe de danse, il y a 5 danseurs qui doivent danser face à 1000 personnes. Il faut de la concentration. Donc tout ce que tu as dit hier, tout ce que tu as partagé hier, c'est exactement ce qu'on appliquait. La visualisation, par exemple, moi j'en ai fait tous les jours pendant des années. Alors pas en mode comme on peut voir sur YouTube, c'était ma propre méthode, mais tout ce que tu as partagé hier, c'est exactement ce qu'on appliquait dans le sport à haut niveau. Donc la mission de mon entreprise, c'est de briser la lutte financière familiale, c'est-à-dire que dans ma famille, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu de l'alcool, de la drogue, de la violence. Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais ça a permis de poser une base de il faut que je me débrouille dans la vie parce que les personnes autour de moi sont toxiques. On était très pauvres aussi, on a eu des phases où est-ce qu'on a eu un peu plus d'argent, des phases un peu moins d'argent. Et donc la volonté de faire de l'argent, c'est non pas faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est parce que ça vient de problématiques personnelles, de manque d'argent, de ne pas pouvoir acheter des cadeaux à Noël, de ne pas pouvoir profiter et de ne pas pouvoir prendre les décisions qu'on veut, parce qu'on dépend de quelqu'un d'autre financièrement. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être comment faire progresser votre entreprise ou votre projet, que vous vouliez aller à 10, 100 000, 500 000, 1 million, peu importe, on s'en fout. Il faut que ce soit quelque chose qui vous kiffiez, qui vous donne envie de vous lever. Donc, on va passer un à un, de gauche à droite. Vous allez me détailler c'est quoi les problématiques que vous avez dans vos projets d'entreprise. Et voilà, on va juste déjà faire un premier tour et ensuite, on va rentrer dans chaque problématique. Ça marche ? Moi, je crée des marques de vêtements pour des clients. Ok. Pour l'instant, le gros souci que j'ai, moi, c'est la logistique entre mon pays fabricant et le pays final de livraison. Voilà, ça c'est mon plus gros souci, c'est réduire les frais de transport. C'est mon plus gros souci pour l'instant, c'est vraiment ça. Ok. L'acquisition client, je n'ai pas attaqué l'acquisition client encore à 100%. D'accord, ouais. Parce que je veux que tout soit en place à 100%. Donc logistique, logistique, réduire les frais, réduire les acquisition client, Yes. pour ta marque de vêtements, tout ce qui est textile, tout ça. C'est ça. Bien reçu, ça marche. Marion ? Moi, vu que j'y ai 3 choses en même temps, c'est un peu difficile de jongler. Si on n'en prend qu'un seul. Un seul, je veux dire les coachings, du Les coup. coachings, ouais. Ce qui est difficile aussi, forcément, c'est l'acquisition client, Mhm. aussi, parce que ça demande un certain temps. Mhm. Peut-être que je m'organise mal, je ne sais pas. Mais Ok. ce sont des choses à voir et c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas très confortable sur un ordinateur ou pour faire ce genre de choses. D'accord. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Donc acquisition client pour tes coachings. Donc manque de clarté sur quoi faire, la partie ordinateur peut-être qui peut te bloquer, donc technologie. Ouais. Et de la clarté aussi peut-être sur ta stratégie. Oui. Ok, on va regarder ça. Clotilde ? Je suis décoratrice d'intérieur. Donc on va dire que là je suis en relancement comme au début. Relancement, ça marche. Je recible ce que je veux faire Ok. et j'en suis au début de l'acquisition client. Donc où Ok. trouver mes clients, comment communiquer vers eux, Ok. comment conclure une vente. Ça marche. Juste pour préciser, tu vends à des entreprises ou aux particuliers ou à Particulier entreprise. particulier entreprise. Particulier. Particulier. Particulier, ça va. Particulier. Ok. Moi, du coup, je suis associé avec Elliot aussi. Ok. J'ai aussi un projet perso. Je m'adresse à des entreprises et à des particuliers. Mhm. Et aujourd'hui, le frein, entre guillemets, ce serait l'acquisition de clients et avoir une vraie marche à suivre pour scaler tout ça plus grand. on va dire. Ok, ça roule. Donc, redémarrage d'activité, besoin de savoir où aller chercher les clients, d'avoir une stratégie. Et toi, associé, vous êtes associés tous les deux,
et vous montez des expériences, des événements C'est ça. sur lesquels vous avez besoin d'avoir de la clarté aussi sur comment scaler ça. Vous Ça, vendez à des entrepreneurs, Ouais, principalement. c'est ça. Ok, Et intéressant. après, sur mon activité perso, je vends à des entreprises. Tu vends en perso à des Ouais, entreprises. donc c'est un service aussi et l'objectif c'est voilà, de scaler ça Ok, et donc de trouver aussi des outils qui peuvent être intéressants ok, ouais, pour développer tout ça. intéressant. La deuxième activité, c'est quoi? Aujourd'hui, je m'adresse à des entreprises, des salles de sport, des bars et boîtes de nuit où en fait on va leur fournir un service clé en main de l'installation de distributeurs automatiques. Et D'accord. donc c'est travailler avec eux pour trouver déjà la machine qui va être la meilleure pour eux et les produits qui vont être les plus intéressants. Ok. Et donc c'est vraiment construire quelque chose d'adapté. Et en fait, c'est nous qui allons tout gérer autour de ça. D'accord, donc l'installation de distributeurs automatiques clé en main et adapté sur mesure pour la C'est ça, personne. exactement. Ok, ça marche. Alors moi, je vais prendre ma casquette de président de club et j'aimerais attirer des sponsors pour justement voilà, mettre en avant le club pour les aligner avec les valeurs du club et puis pouvoir éventuellement mettre un deuxième employé au club pour développer le club. Ok, donc club de futsal, deuxième ça. employé, développer les sponsors Ouais, et l'acquisition là-dessus quoi. c'est ça. Ok, ça marche. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ton collègue? Ouais, en soi, ouais, par rapport à nos projets dans l'événementiel, ouais, ça serait structuration d'offres, peut-être aussi pricing par rapport à cette structuration d'offres. Ok. Et ouais, sinon après acquisition client, technique, acquisition client, tout ça, quoi. Ça marche. Alors déjà, on va déjà commencer par un point de vue général sur l'acquisition client. L'acquisition client, qui utilise de la prospection ici? Levez la main. Ok. Qui utilise la création de contenu? Qui utilise autre chose que ces deux canaux-là? Ok, ça marche. Qui vend à son réseau chaud? C'est-à-dire ce sont des gens qui vous connaissent ou c'est des gens que vous connaissez par de la relation. Ok. Qui vend à des prospects, des gens ultra froids? Ok. Est-ce que vous connaissez la différence entre le marché chaud et le marché froid? Très bien, je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui, quand on fait de l'acquisition client, je vais essayer de simplifier certains concepts, que ça soit vraiment bien compréhensible. Vous avez 3 grandes étapes qui vont se faire. Vous allez avoir des gens qui vous connaissent, qui sont chauds, vous allez avoir des gens qui sont tièdes et vous allez avoir des gens qui sont froids. Le principe, c'est que quand vous démarrez quelque chose, si par exemple vous êtes dans un projet genre les MLM, tout le monde en parle si vous savez ce que c'est, on vous dit souvent d'aller viser du marché chaud, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent, famille, amis, amis d'amis, etc. Ou ça peut être des gens que vous avez rencontrés dans un business club par exemple. Donc c'est du marché chaud. Le problème du marché chaud, c'est que c'est là où on va avoir du bouche à oreille, on va avoir des recommandations, mais c'est ce qui est le moins facile à scaler parce que ce nombre est fini de personnes. Il y a un nombre fini de personnes qui sont chaudes sur vous, qui vous connaissent. Par contre, dans le marché tiède, vous allez avoir des gens, ça peut être le cousin d'un ami avec qui vous avez déjà discuté à 2 soirées et qui a déjà manifesté un intérêt pour ce que vous faites, mais qui n'a pas pleinement conscience et confiance en votre service. Ce marché-là est un peu plus intéressant, mais il demande de l'éducation. C'est-à-dire que ces gens ont besoin de savoir si vous pouvez réellement les aider, à quel point est-ce que vous délivrez bien votre service et potentiellement, ils ont quelques questions techniques. Et là où se trouve le vrai scaling, et c'est là où vous devez concentrer 90% de votre effort quand vous démarrez, donc je pense par exemple à vous deux, mais ça va être aussi le cas de Clotilde, c'est le marché froid. Parce que le marché froid, la taille est bien plus élevée. Par exemple, vous vendez, je ne sais pas, à des agences. Eh ben, si vous avez un réseau chaud de 3-4 agences qui vous connaissent bien, qui sont chaudes de bosser avec vous, donc c'est cool. Mais le réseau froid, il y a potentiellement 120 000 agences en France. Et donc si vous prenez 0,5% de 120 000, je vous laisse faire le calcul, il y a des clients à aller chercher. Et sur 120 000 agences, vous pouvez bien avoir 3 clients, minimum. Donc, la première clé à comprendre dans l'acquisition client, c'est que vos clients et le scaling de chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires, se trouvent dans le marché froid. Seulement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on communique entre le froid, le tiède et le chaud? Je prends un exemple. On va prendre les 2 femmes. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer par un gros lourdeau dans la ville? Vous baladez tranquille et puis il y a un mec qui vient vous casser les pieds. Oui. Quelle est la raison, si vous basez sur votre instinct de survie, quelle est la raison pour laquelle vous dites non à cette personne? Bah, déjà, parce que, j'ai pas envie. Parce que tu n'as pas envie, ouais. Et puis, c'est limite fait une agression, quoi. C'est une agression, intéressant comme mot. Pourquoi tu choisis ce mot agression?
Parce qu'en général, tu as bien dit Bordeaux en plus. Oui. On voit bien déjà la manière dont ils s'adressent à moi. Souvent, en plus, il y en a qui osent s'approcher, Ouais. voire aller au contact physique. Donc, Mhm. presque une main sur l'épaule. Quand je t'ai pas invité, c'est une agression, de toute façon. Hmm. Donc, Ok. il n'a pas eu mon consentement pour pouvoir ne serait-ce que mettre sa main sur mon épaule. D'accord. Donc, c'est pas ok. Maintenant, imaginons que tu es à une soirée, vous êtes à une soirée, tous, et vous avez un homme ou une femme avec qui vous avez déjà discuté, vous avez déjà vu 2-3 fois, et cette personne-là vous plaît. Cette personne pose sa main sur votre épaule, elle discute avec vous, elle se rapproche, et vous êtes tous les deux intéressés l'un par l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il va y avoir une synergie. Il va y avoir une synergie. Pourquoi? Parce que si on se plaît, forcément, il y a certaines choses, des phéromones, des choses comme ça qui vont s'activer, qui vont faire qu'on va pouvoir s'attirer. Ok, les phéromones. C'est surtout la différence de ces 3 étapes-là, dont je vous ai fait des analogies, c'est la confiance. Un prospect froid, vous faites du porte-à-porte, on a tous déjà reçu du porte-à-porte chez soi, dans l'immobilier ou autre. Vous êtes face à un prospect froid, vous devez le convaincre en peu de temps que ce que vous faites c'est intéressant. Donc la première chose sur laquelle vous devez travailler c'est la confiance et c'est surtout vous allez devoir désarmer les premières objections qui sont de l'ordre du cerveau reptilien, c'est-à-dire que je me défends contre quelque chose. Donc pour pouvoir désarmer le mécanisme de défense de je ne te connais pas, parce qu'on est quand même des animaux tribaux, on vit en tribu, donc si tu ne fais pas partie de ma tribu, je passe en mode défense. Comment est-ce que je désarme ça? L'humour, le détachement. On a tous déjà vu des mecs qui viennent vers vous, ah, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Le mec qui est comme ça, 10 fois, 5 fois moins de chances d'avoir ton numéro que si tu es complètement détaché et que tu t'en fous, en fait, que tu as 1000 options. Donc le détachement. Et un prospect froid, en plus de ça, il ne va pas recevoir la même proposition de valeur qu'un prospect chaud. Par exemple, on a déjà vu des pubs comme on remplace votre pare-brise pour 1 euro, par exemple. Ça, c'était une pub qui tournait pendant un certain temps. Pourquoi on fait ça? C'est pour attirer du prospect froid. Donc, il y a une différence entre un prospect chaud, est-ce qu'on va lui dire votre contrôle technique, c'est, je ne sais pas, 149 €, et votre contrôle technique à moins 50% pendant une semaine. Donc, sur une semaine précise, ils ont 50% sur tous les contrôles techniques. Parce qu'entre du chaud, du tiède et du froid, nous ne pouvons pas faire la même proposition de valeur parce que le niveau de confiance est différent. Donc, la première chose que vous devez regarder dans vos entreprises, c'est quelles sont vos offres qui sont adaptées à du marché froid. Et sachant que si vous débutez, c'est le cas par exemple de Clotilde et de nos 2 collègues, je vais vous montrer un petit doc, alors qui peut paraître un peu intimidant. Ce que vous voyez sur les réseaux, des gens qui vous disent créer du contenu, fais ci, fais ça, souvent ce sont des gens qui ont déjà une base de business, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un pourcentage de personnes, 3% des gens qui les suivent, qui sont déjà intéressés par leur offre, donc ce sont des gens qui sont déjà chauds. Ils ont un certain pourcentage de personnes qui les connaissent, qui ne sont pas encore pleinement chauds, mais qui sont tièdes. Et ils ont des prospects froids qui ont pris conscience de leur existence, mais qui sont en train de se réchauffer. Donc il y a déjà une base. Vous, quand vous démarrez, vous êtes là. Donc 3% des gens qui vous apprécient, qui ont envie d'acheter vos services, des fois c'est 0%. Ou des fois, c'est juste vos proches et vos amis. Des prospects tièdes, vous en avez très peu, mais 97% des gens sont dans le froid. Et vu que vous devez aller chercher du froid, c'est là que l'erreur se fait, c'est que 1, vous ne savez pas comment discuter avec des prospects froids, 2, vous ne savez pas comment leur présenter votre offre, et 3, vous ne savez pas comment construire une offre et un prix, et c'est très important d'avoir les deux, qui soient adaptés à du marché froid. Si aujourd'hui je veux closer, tout le monde sait ce que ça veut dire closer, vendre. Si je veux vendre quelque chose à 15 000 € à l'un de vous, et j'en vends régulièrement, je ne vais pas commencer à 15 000 €. Je vais faire ce qu'on appelle une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, c'est au début, imaginez un achat ici, je vous fais acheter à 97 €, puis à 1 500, puis à 3 000, puis à 10 000, puis à 15 000. Donc il y a une progressivité dans les offres, et c'est pour ça que vous devez avoir des offres, un panel d'offres. Je ne vous dis pas d'avoir 50 offres, mais par exemple pour vous, pour vos événements, vous devez avoir une offre d'entrée de gamme. Une offre d'appel. C'est une offre d'appel. C'est ça. C'est C'est ça. Attention, cette offre, elle a 2 buts. C'est attirer un prospect, parce que en fait, le but, c'est d'attirer un prospect, d'avoir son numéro et son email. Parce que je peux payer une fois, par exemple, je sais pas, il paye 97 € pour avoir accès à un événement, puis le prochain, il sera à 300. Ce qui est le plus important, c'est que dans ces 97 €, je sois rentable. Je vous conseille de ne pas perdre d'argent sur la première offre.
Parce que le but de cette offre, c'est d'amortir les frais d'acquisition. Si par exemple, vous utilisez de la publicité pour pouvoir acquérir ces clients, eh bien, par exemple, si vous envoyez 1 000 € mensuels, eh bien, la somme de vos ventes sur votre produit d'appel doit faire au moins 1 000 €. Ça vous permet d'attirer des clients gratuitement. Et c'est un luxe, surtout en 2025. Attirer des clients et les avoir gratuitement, c'est un luxe. Ça veut dire que vous avez un potentiel de scaling sur du trafic froid qui est quasiment infini. Si vous avez tout le temps des prospects froids qui rentrent gratuitement, vous amortissez, vous avez juste à les éduquer, et on va parler de la partie éducation juste après. Là, j'essaie vraiment de simplifier. Et après, je vous montrerai comment convertir à chaud. Est-ce que tout le monde comprend ces principes-là? C'est valable dans n'importe quel business, c'est valable dans n'importe quelle industrie. Le dating, la vente, le porte-à-porte, tout. N'importe quel business, c'est toujours les mêmes principes psychologiques. Toujours. Des questions? Est-ce que quelqu'un saurait, on va faire un petit exercice, est-ce que quelqu'un qui n'a pas justement un produit d'appel peut me dire à l'oral quel produit d'appel il a en tête pour son service? Vas-y. J'ai un produit d'appel. Donc, tu as un produit d'appel, ouais. Donc, idéalement, j'accompagne mes clients en coaching et décoration d'intérieur. Ok. Ça va prendre plusieurs semaines. Coaching, décoration d'intérieur, ça marche. Un produit d'appel, ça peut être une lecture de lieu. Lecture de lieu. Sur plan, sur photo, analyse des symboliques décoratives, des couleurs. D'accord. Et ce produit d'appel-là, donc si j'ai bien compris, c'est un espèce de, pas un brainstorming, mais c'est un état des lieux. C'est un état des lieux, une idéation un peu, ouais. Ouais. Et de ce vers quoi on peut aller. D'accord. Ok. Vers ce vers quoi on peut aller par la suite. Et quel est le prix de cette offre par rapport au prix principal de ton offre, ton package complet? Ok. T'as pas encore posé le prix. J'en ai une idée, mais je ne sais pas encore vraiment ce que vaut mon temps. Ok. Alors, c'est intéressant, tu parles de temps. Pourquoi est-ce que tu dis, je n'ai pas encore... La valeur, oui. Voilà, exactement. Tu as tout à fait compris. Parce que la question, c'était, je ne sais pas quoi mettre comme valeur sur mon temps. On parle... Non, quelle valeur sur ce que je propose. Ok, ça marche. Est-ce que tu as déjà vendu un produit d'appel? Pour l'instant, j'ai fait des découvertes. Tu as fait des découvertes. J'ai les retours. Ces découvertes, est-ce qu'elles sont payantes ou gratuites? Je l'ai fait en échange de services. D'accord, en échange de services. Et quel est l'échange de services derrière? Quel service vous échangez? Je l'ai fait avec des entrepreneurs, donc elles, c'était leur D'accord. spécialité. Moi, je leur faisais découvrir ma spécialité. D'accord, ok, donc c'est un échange de services entre des entrepreneurs. Tu me montres ce que tu fais, je te montre ce que je fais gratuitement. Ça marche, ok. Donc, pour toi, ça pourrait marcher en produit d'appel? La même chose. C'est pas la bonne question. Donc, la question que tu m'as posée, c'est est-ce que ça pourrait marcher en tant que produit d'appel? C'est souvent une question que mes clients, moi, me posent. Est-ce que ça, tu penses que ça fonctionne? C'est pas est-ce que je le pense, c'est est-ce que votre client cible le pense. Donc la première chose que vous devez vous mettre en tête, c'est comment est-ce que je deviens obsédé par mon client? Comment est-ce qu'il parle? Quel est son discours intérieur subconscient? Donc par exemple, si je connais très bien ma cible, je peux dire des choses, j'arrive à mettre des mots sur des concepts qu'il a en tête mais qu'il n'arrive pas à s'expliquer. Comprenez le truc? C'est ça que je dois faire. Et donc l'offre doit être une évidence pour lui. Je vous donne un exemple d'excellent produit d'appel pour mon type de service, mais c'est valable même pour le club de foot, c'est valable pour n'importe quoi. Ça peut être par exemple les 2 premières séances de futsal offertes. Et ensuite, si ça t'a plu, tu t'engages sur 1 an. Et là, tu fournis ton certificat médical, etc. C'est ce genre de choses-là. Mais il faut le tester, il faut en tester plusieurs. Nous, par exemple, on a plusieurs offres froides chez The Machine. On en a 2. La première, c'est un podcast entrepreneurial où est-ce qu'on gère tout pour la personne. Et on envoie ensuite le podcast. Et la personne a du coup un support de communication et c'est gratuit. Pour nous, ça nous coûte 0 parce que dans tous les cas, on paye déjà quelqu'un pour du montage. Donc son temps est rentabilisé, surtout quand des fois on a des creux. Et on le fait qu'avec des prospects qui sont intéressants pour nous et on sait qu'il va y avoir des choses intéressantes à faire. Soit on va les recruter pour nous, ils vont nous faire gagner beaucoup d'argent, ce qui va nous aider à mieux livrer nos clients, soit parce qu'on sait qu'ils vont acheter chez nous. Deuxième offre froide qu'on a, et c'est la principale, on va avoir une offre pour du marché froid où est-ce qu'on va faire payer à la personne uniquement des frais marketing, genre par exemple, je te lance des pubs, bah tu me donnes un budget pub, et on prend qu'un pourcentage sur les ventes. Donc, la raison à ça, c'est qu'on veut réduire le risque pour le prospect. Demain, par exemple, tu veux lancer des pubs pour vendre tes produits, tes vêtements, mais le problème, c'est que tu n'as pas énormément de cash. Puis tu sais, tu n'as pas confiance dans les agences marketing. Donc, tu viens me voir et tu me dis, Kevin,
j'ai bien envie de faire des pubs, mais j'ai pas confiance. J'ai quelques blocages. Tu es un prospect froid. Pendant l'appel, je vais te réchauffer, parce que je vais t'éduquer. On va faire les calculs ensemble de combien il faudrait de budget. Est-ce que c'est réellement rentable pour toi? Combien tu voudrais mettre? C'est quoi tes questions, tes peurs, etc. Donc tu vas passer en tiède. Le problème, c'est que tu n'es pas encore chaud pour acheter. Et si je te propose une offre à 15 000 euros, jamais t'achètes. Donc, je vais te proposer une première offre d'entrée sur laquelle je vais te dire, écoute, c'est simple, tu me donnes ton budget publicitaire et moi, je prends 25% de tes ventes encaissées. Est-ce que ça te plaît? C'est un moyen. Et là, tu me dis, bah, au pire, s'il ne fait pas de vente, il ne sera pas payé. Mais par contre, si on fait des ventes, bah, il prend 25%, je garde les 3/4 du gâteau. Donc, c'est intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une offre de base pour toi, avec peu de risques. Et c'est là le deuxième point important, c'est que dans une offre pour du marché froid, pour aller chercher vos premiers clients, vous devez réduire le risque pour le client. Vous devez réduire le risque pour le client. Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes dans un marché saturé. Si par exemple, vous êtes le énième monteur vidéo qui fait du montage vidéo pour la création de contenu Instagram, bon, à moins d'être très bon, d'avoir plein de retours clients et d'avoir des recommandations, etc., vous allez galérer à trouver rapidement des clients si vous ne vous positionnez pas différemment de vos concurrents. Et une des manières de vous positionner sans réelle réflexion, c'est d'obtenir une meilleure garantie. Ça peut être par exemple, Marion, je vois ton Insta, je te dis « Hey Marion, j'ai pris 3 de tes vidéos, j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal, mais on pouvait faire mieux. Je te les ai déjà pré-montées, teste, vois si ça te parle. Si tu vois que tu fais plus de vues et que ça te plaît, on travaille sur le long terme et on se fixe un tarif qui nous va tous les deux, avec un rythme régulier de publication. » Donc j'ai une offre pour un prospect froid où j'apporte de la valeur gratuitement et où est-ce que le risque est faible. Et je lui fais bien comprendre par contre que si elle est satisfaite, on s'engage sur le long terme. Ça c'est pour filtrer les chercheurs de gratuit. Est-ce que vous comprenez ce concept? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voyez comment est-ce que vous pouvez l'appliquer pour vous, oui ou non? Donne-moi un exemple. Comment est-ce que tu peux l'appliquer pour toi? Dans mon cas concret, Dans ton cas concret. le président, Ouais. Comment est-ce que tu le ferais pour ton club de futsal? inviter un sponsor à un tournoi partenaire entreprise. Ok, oui, c'est une très bonne idée. Inviter un sponsor, du coup. J'offre la participation au tournoi entreprise. Voilà. Et comme ça lui permet de côtoyer aussi d'autres équipes, voilà. Très bonne idée. Tu apportes de la valeur. L'entrepreneur qui apporte le plus de valeur gratuitement, il faut le faire de manière intelligente, est celui qui récolte le plus de bonne volonté. C'est un biais psychologique qui s'appelle la réciprocité. Et cette réciprocité se traduit mécaniquement sur le long terme en argent. Comprenez le truc? La raison pour laquelle j'ai des gens qui ont acheté, par exemple, chez moi à 10 000 ou à 15 000 euros, il y a 2 facteurs. Le premier, c'est la confiance, parce qu'ils ont vu l'expertise sur le long terme. Et la deuxième, c'est le retour sur investissement. Et là, c'est la petite parenthèse. C'est que si vous vendez à des entreprises, et je le recommande, quel retour sur investissement vous pouvez apporter? Par exemple, pour le futsal, ça peut être un retour sur investissement en termes de réputation, de visibilité. S'il y a 10 000 personnes qui sont présentes chaque dimanche pour un événement et qu'on voit la marque à chaque fois et qui sont engagés sur 1 an avec vous, ça fait combien de semaines? Il y a 52 semaines, je crois, dans l'année? Ils ont 52 fois plus de chances de voir la marque et de retenir la marque et donc, du coup, d'avoir plus de clients sur le long terme. T'imagines s'ils s'engagent pendant 10 ans avec vous? Pendant 10 ans, je vois le nom de l'entreprise 1 fois par semaine. En termes de visibilité et de mental, je vois l'entreprise Danone ou je sais pas quoi, tout le temps. Et c'est comme ça que d'ailleurs que des entreprises comme McDo font en sorte que vous soyez matrixé par leurs services et que quand vous allez, par exemple, chercher vos produits laitiers, plutôt que de prendre la marque pas connue, vous prenez la marque connue parce qu'en fait, vous avez une répétition du message inconsciemment et c'est ça que cherchent les gens en faisant du sponsoring ou de la publicité. Moi, j'ai une question. Vas-y. Moi, comme produit d'appel, je voulais lancer un e-book à 2 € qui regroupe justement toutes les informations, qui va donner envie justement au client, voilà, tu peux créer une marque, mais il faut ça. Est-ce que tu as ça? Non. Faut que tu as un gros là. Tu veux te lancer, tu as une offre. Pour te lancer, tu as un sample. Par exemple, le sample à, je sais pas, à moitié prix ou voire à 3/4 du prix.
teste la qualité, s'il la kiffe, ben, il sait qu'il a un bon produit en main, il sait qu'il a un fabricant en main, Mhm. il sait qu'il a une équipe marketing juste à côté, il sait qu'il a un designer à côté aussi. Donc moi, c'était un peu ce que je voulais faire aussi D'accord. pour attirer en fait. Ok, donc c'est un e-book sur lequel il y a un espèce de tuto step by step, comment lancer sa marque avec vraiment de la valeur. C'est ça. En fait, il faut savoir pas en donner trop de la valeur en même temps, tu vois, parce que sinon, il peut aussi aller chez quelqu'un d'autre, trouver un autre fournisseur. Ok, intéressant. Selon toi, quelle est la bonne réponse à cette question? Parce que ta question, c'était est-ce que c'est pertinent? Ben, moi, je pense qu'il faut donner de l'information, mais tout en gardant les informations les plus importantes, il ne faut pas les donner. Ok, il ne faut pas donner les informations les plus importantes et que je Parce garde. c'est un e-book à 2 euros en même temps. Ok, C'est pas un e-book où il y aura toute la valeur. Ok. Il faut savoir chauffer le client, en fait, le prospect, pour dire, ben voilà, en fait, là, il vient de me chauffer avec toutes les Mhm. idées qu'il y a dans l'e-book. Moi, je vais me lancer avec lui. C'est un peu ça. alors, selon moi, ce n'est pas la bonne réponse à la question. Encore une fois, c'est votre client cible qui vous dira. Allez lui proposer et regardez si vous faites des ventes. Si vous faites des ventes, vous avez un pic très élevé de demande sur ce produit d'appel, c'est que c'est probablement la bonne chose. Si vous avez un pic faible, c'est que c'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Nous, on a testé plein de choses. Et par exemple, un truc qui a super bien fonctionné, c'est qu'on a été voir des prospects et on leur a dit, on a une vidéo personnalisée pour toi, on a analysé ton site et on voit des choses à améliorer en termes de marketing. Ça a bien fonctionné, mais ce n'était pas incroyable. On a testé un deuxième, on lui a dit, pour ta niche spécifiquement, de e-commerce, de je sais pas quoi, je peux te fournir 50 leads, donc 50 prospects gratuitement. Si tu vois que la qualité sont là, que tu arrives à les avoir au téléphone, etc., on collabore sur le long terme. Et là, on a une demande qui a explosé. Podcast, pareil. J'ai commencé à envoyer des mails pour du podcast. C'était fini. Parce qu'on a testé. Et en fait, quand vous créez ce produit d'appel, ce qu'on peut appeler aussi parfois un lead magnet, mais pour moi, il y a une différence. Lead magnet, ça va être quelque chose qui attire le prospect. Vous allez avoir 3 niveaux et il faut absolument comprendre ça parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous planter. Déjà, de toute façon, c'est votre client qui vous dira quoi faire, enfin, si c'est bon ou pas. Il y a 3 niveaux de sophistication par rapport à votre marché. Alors, c'est un peu plus complexe, mais j'essaie de simplifier. Je vous donne un exemple. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, vos prospects, ils savent qu'ils en ont besoin. Exemple, je viens vers une personne, je lui dis, je vais te filer 50 prospects gratos. Je te donne leur numéro, leur email, etc. Et si ça te plaît, bon. Ils savent qu'ils en ont besoin. Tout le monde a besoin de clients ici. Tout le monde a besoin de prospects. Donc, quand je viens vers eux avec ce type de proposition de valeur, ça fonctionne instantanément. Par contre, deuxième niveau, les prospects en ont besoin, mais pourquoi vous? Par exemple, je te propose des pubs. Combien de personnes proposent des pubs en France? Il y en a, des agences marketing, il y en a pléthore. Donc, tu vas me dire, oui, mais pourquoi toi? Est-ce que tu connais si bien mon secteur d'activité? Est-ce que c'est applicable à la vente de vêtements et de textiles? Bon, là, vous devez, pour des prospects froids, trouver une garantie et une suppression des risques. Et là, c'est ce que je t'ai fait tout à l'heure. Je t'ai dit, tu payes le budget marketing et moi, je prends un pourcentage sur les ventes. Parce qu'on est au niveau 2, parce que c'est un marché qui est un peu plus saturé. Niveau 3, les prospects pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Exemple, refonte de site web. Vous allez faire de la prospection pour des sites web. Moi, j'ai eu des clients qui sont là-dedans. Ouais, mais je m'en fous, j'en ai pas besoin, je fais déjà 200 000 € par mois, j'ai pas besoin de site web, etc. Vous devez montrer ce qui leur manque. Et pour ça, vous devez apporter de la valeur gratuitement. C'est ce que j'ai fait avec le montage vidéo. Par exemple, pour ton association, je vois que votre contenu il est pourri sur Instagram. Tu vas me dire, oh, ouais, c'est bon. Je ne vois pas forcément l'utilité tout de suite. Je vais venir pareil, comme pour Marion. Je te montre des vidéos gratuitement, je te les envoie. Tu vas me dire, oh, les petits jeunes là, ils montent bien les vidéos et tout, let's go. Tu vois. C'est comme ça. En fait, la personne n'a pas conscience que ça a de la valeur, mais quand vous lui produisez gratuitement le contenu, elle va se dire, ah ouais, en fait, ça c'est pas mal. Ah, j'avais pas vu, tiens, il a mis une accroche. Ah tiens, au lieu de faire 200 vues, on a fait 1000 vues. Ah, ça peut être intéressant pour le club. Donc quand vous comprenez les 3 niveaux de sophistication ici, il y en a d'autres, mais on simplifie, vous aurez une approche différente. Et ce qui se passe, c'est que tout de suite, le flux de prospects que vous avez sur du froid, il augmente instantanément. Maintenant, la question à $1 million, c'est où est-ce qu'on trouve ces prospects? Et là, c'est la question la plus compliquée. Il y a 3 manières de faire de l'acquisition client.
Donc, je vais les lister en dessous. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on va faire assez simple. D'ailleurs, je crois que je les avais même déjà notés. Le premier élément pour pouvoir acquérir des clients, et du moins le plus simple, mais le plus coûteux, c'est la pub. Et la raison pour laquelle la pub, ça fonctionne, parce que déjà, qui a des croyances sur la pub? Qui se dit la pub, ça sert à rien ici? Est-ce qu'il y a des temps court versus temps long? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça vous évoque quelque chose? Marion, je sais que tu es fatiguée. Tu t'es pas beaucoup reposé sur les derniers jours. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, quoi. Là, c'est bon pour en avoir lancé un pour le club. T'as vu ce que ça a donné? Bah oui, donc moi j'ai vécu cette chose-là pour la première fois à travers ça et j'ai vu ce que ça a donné. Alors, tiens, je rapproche le micro. Partage-nous ce que ça a donné. Bah, ça a donné qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues nous contacter. Il y a eu 100 000 messages, je crois, c'est ça, qui ont été envoyés. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a pas mal de personnes qui ont rejoint notre groupe WhatsApp grâce à ce message. Et du coup, on a pu pas mal convertir en nouveaux membres pour le club. Donc, c'est toi qui a été là pour nous accompagner là-dessus. Et donc, on a fait une première campagne qui a été plutôt bonne d'après ce que tu nous as dit, hein, le retour que tu as fait. Sur le montant investi, ouais, c'est intéressant. Voilà. Donc, c'était quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais c'est pas de la magie, parce qu'il y a du travail derrière, forcément. Mais c'est vrai que c'est ça qui est lancé. Tu lances un budget qui finalement, le retour sur investissement a été plus que bénéfique, ça c'est sûr. Alors, la raison pour laquelle on fait des pubs, c'est parce qu'on est dans le temps court. Le temps court, ça veut dire que je ne fais pas d'effort pour dépenser mon temps, ou du moins très peu, et j'ai des prospects qui tombent par magie. Je simplifie. Temps long, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent. Du coup, j'ai du temps, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Du coup, la seule chose qu'il me reste, c'est la prospection de contenu. Donc, aller parler à des humains un à un, c'est par exemple ce que tu disais que tu faisais. Tu étais beaucoup en relationnel, etc. Qui fait du relationnel ici pour principalement avoir des clients? Levez la main. Ok, vous êtes sur du marché chaud et vous êtes en même temps, parfois aussi, j'allais le dire, sur du marché froid et vous le faites à la main. Donc vous avez les deux, marché chaud, marché froid. Bon, vous avez le marché tiède aussi et vous faites de la prospection. Le problème de la prospection, c'est que c'est difficilement duplicable. C'est votre temps. Et c'est là que la plupart des gens font une erreur critique. C'est que, déjà, petite question, qui fait moins de 5 000 € par mois ici? Levez la main. Ok. Est-ce que sur le montant de ce que vous payez comme salaire, vous arriveriez à économiser 500 € par mois? Si oui, levez la main. Ok. Ok. À partir du moment où est-ce que vous commencez à être dans le temps long et que vous avez vos premiers deniers qui arrivent sur votre compte bancaire, le truc le plus important, c'est de transitionner du temps long au temps court. Parce que, étant donné que, par exemple, ce que je vois souvent chez des clients, c'est qu'ils font du cash, ils sont contents, et là, ils vont se payer week-end avec la copine, l'hôtel, massage, tout ça, tous les trucs, ce qui est très bien. Mais le problème, c'est qu'ils restent tout le temps dans le temps long, et là, je pense que ça va parler à pas mal de gens, c'est qu'ils alternent entre un cycle de « je vais chercher des clients pendant un certain moment, ah, j'en trouve, trop cool, mais maintenant, j'ai plus le temps, il faut que je les délivre ». Donc, je délivre mes clients, ça se passe super bien, c'est trop cool. Et là, fin du contrat avec le client, et il n'y a plus de cash qui rentre. Et je repars à la chasse aux clients. Parce que vous restez dans le temps long et vous n'utilisez jamais votre excès de cash pour basculer sur du temps court. Et le temps court, c'est là où est-ce que vous utilisez plus d'effets de levier. C'est au lieu d'aller parler à une personne à la fois, j'ai une publicité qui parle à 10 000 personnes et ça me coûte 300 € par mois. C'est quand même plus intéressant. Ça fait sens? Il y a des questions par rapport à ça? Par rapport à vos problématiques personnelles. Donc chacun, on va passer sur chacun. Est-ce que je viens de partager, vous voyez déjà les premières actions à implémenter, des choses qui vous passent par la tête? Vas-y. Dès que tu as commencé à parler, moi en fait je sais ce que je dois mettre en place, mais je dois prendre le temps. Alors, tu vas prendre le micro, vous allez chacun vous le passer et vous allez me dire ce que vous devez mettre en place. Déjà je dois mettre en place un produit qui va attirer, pas cher, pour créer de la prospection. Première chose, e-book par exemple, ou un site call to action, un site web call to action.
ce qui va attirer des clients et probablement je vais closer aussi ces clients par rapport aux produits que je délivre. Donc ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit parce que c'est ce que je suis en train de mettre en place en fait. Donc c'est pour ça que moi je valide 100% ce que tu viens de dire en fait. Voilà. Marion, rapproche le micro, attention. Chacun faites voilà, en quelques phrases. N'hésitez pas à développer. Ok. Bah, c'est quelque chose déjà qu'on avait soulevé plusieurs fois, si je faisais pas des coachings à l'heure. Et c'est vrai que c'est une chose que je pourrais apporter pour faire un premier apport de valeur, pour pouvoir Ouais. faire engager le client, pour pouvoir partir sur des coachings de 3 mois. C'est ça. Voilà. Après, moi aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué, vu que je fais vraiment dans le dev perso, aller prospecter, ça marche pas parce que les gens, ils me disent, t'es qui toi pour venir me voir et me dire si t'as un souci, vas-y, on peut en parler. Je fais très court, hein. À chaque fois que j'ai closé, c'est quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire ou qui est venu me parler. Et là, à chaque fois, j'ai quasiment tout de suite su que je pouvais closer. Vraiment. Et j'ai jamais raté quand c'est la personne qui venait me faire ne serait-ce qu'un petit mot, juste ah ben j'aurais pas osé faire ça ou quoi ou autre. Et ben là, à chaque fois, je savais que j'allais closer parce que je mettais le doigt sur la problématique. Et forcément, ben voilà, ceux qui savent ce que c'est que le closing, ben j'appuyais dessus. Hein, donc, Très intéressant. On va en parler de la raison pour laquelle tu rencontres cette problématique dans quelques minutes. ok. Tiens, toi. Clotilde? Et pour moi, je pense mettre en place cette offre d'appel, réfléchir autour de ce que tu as dit et peut-être retravailler mon offre d'appel. Et tu parles de pub, bah écoute, si c'est adapté à tous, peut-être faire de la pub pour aller chercher ses clients froids. Ouais. Du coup, moi, pour mon projet pour les distributeurs automatiques, je sais que la publicité serait quelque chose d'intéressant à terme. Maintenant, j'ai besoin d'avoir la légitimité aussi, d'avoir mes clients, un retour client avant de pouvoir mettre en place tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est en cours et donc qui est déjà pensé. Et pour les séminaires, donc enfin, pour l'événementiel, on a une offre d'appel déjà en place. Et après, l'objectif, c'est que un premier séminaire puisse en appeler d'autres. Et donc, pareil, avoir la légitimité derrière de pouvoir faire des publicités avec le contenu qu'on a déjà proposé pour attirer d'autres clients. Okay. Donc tu penses, selon toi, un problème d'autorité? C'est ça, ouais. Et puis, comme tu dis, de confiance. Et vu que c'est un service enfin, les gens ont l'obligation de se dire comment ça s'est passé avant pour que je me lance. Et donc, les premiers qu'on a là, c'est un travail qui va être le plus difficile. Ouais. Et je pense après, c'est derrière, on aura le contenu et la confiance pour dérouler et proposer à d'autres personnes. T'as tout compris, c'est exactement ça. Voilà. Super. Alors moi, je suis persuadé et même convaincu qu'il faudrait de la publicité, des petites vidéos montrant le club et puis sur différents réseaux pour justement attirer des personnes, des followers pour justement faire connaître le club. Ça, je suis persuadé, un petit montage vidéo bien fait, à la mode, enfin pour attirer jeunes, même un truc avec un peu d'humour, ouais, je suis certain, mais pas le temps de le faire, donc puis pas de compétences au sein du club pour faire le montage. Donc voilà, chercher, pourtant on recherche, voilà. Quelles seraient les solutions à ça? Bah, Quelqu'un qui t'a pas mis faire ça. traiter par quelqu'un d'extérieur. Est-ce que vous avez l'argent pour faire ça? Après, moi en tant que président, j'en parle en comité directeur, mais voilà, après, moi je suis convaincu de dire, bah voilà, il faut passer par là, donc on investit quoi, c'est un investissement. Il peut y avoir une solution après de ce type de problématique. Du coup, ouais, pour revenir sur notre projet dans l'entrepreneuriat, les séminaires, ouais, c'est aussi finaliser une vraie offre avec un pricing, avec quelque chose de vraiment concret, parce qu'on a déjà commencé à faire de la prospection, pour le coup, vraiment à froid, Ok. parce qu'on n'avait même pas de pricing ou quoi, donc on a déjà réussi à réchauffer, entre guillemets, certains prospects. Mais ouais, finaliser vraiment un pricing et derrière avoir une bonne offre froide, comme tu disais aussi, pour avoir plusieurs offres et ouais, je pense que c'est ça vraiment réussir Mhm. à structurer l'offre quoi, dans un premier temps. Alors, vos problématiques, elles sont très intéressantes. On va rentrer dedans. Je vais déjà commencer par celle de Marion, parce que c'est une problématique qui est déjà très régulière chez les thérapeutes, coachs, etc.
c'est qu'ils détestent la prospection et que leur public, vu que ce sont des particuliers, eux, détestent la prospection aussi. Donc déjà, c'est un canal qui fonctionne, mais qui est très difficile par des croyances limitantes et un manque de compétences et un manque d'envie des deux côtés, à la fois du côté du coach et à la fois du côté du coaché. Donc la meilleure solution pour ça, donc déjà on va comprendre 5 concepts, ce sont les niveaux de sophistication du marché. C'est-à-dire que sur votre marché, il y a des personnes qui sont dans 5 états. Il y a des personnes qui ne sont pas consciente. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas conscience qu'elle a un problème. Elle n'a pas conscience qu'elle a des traumas, elle n'a pas conscience qu'elle n'a pas confiance en elle sur certains points, elle n'a pas conscience aussi, par exemple, qu'elle a un problème de santé, elle n'a pas conscience d'eux. Et vu qu'elle n'a pas conscience d'eux, pourquoi est-ce qu'elle t'écouterait? Elle s'en fout. C'est des personnes qui vont vous dire « va te faire voir ». Donc, on veut éviter ça. Et le problème, c'est quand on fait de la prospection à froid en tant que coach en développement personnel et qu'on cible tout le monde, je jette la fléchette et un coup je vais tomber sur lui, un coup sur lui, un coup sur lui, un coup sur lui. Et du coup, c'est difficile d'aller chercher ses premiers clients parce qu'on va tomber sur des gens qui, voilà, c'est compliqué. Après, on a des personnes qui vont être problem aware. C'est des personnes qui ont conscience d'un problème. Du coup, ils vont liker un réel de Marion. Et Marion, elle va dire les 5 problématiques qu'on a quand on a telle problématique. Bon, les personnes vont liker, vont dire ah oui, moi j'ai ce problème, etc. Mais ils n'ont pas conscience de la solution. Ils ne savent pas qu'on peut faire du coaching, de l'hypnose, certaines thérapies comme de l'EMDR ou j'en sais rien. Et donc, vu qu'elle a conscience du problème mais pas de la solution, vous devez être le moteur qui active la solution en allant discuter avec elle. Et c'est là que la prospection fonctionne, parce que ça fonctionne sur des prospects qui sont problem aware. Donc la prospection fonctionne quand la personne a connaissance d'un problème. Et c'est pour ça que la meilleure solution pour toi, c'est d'aller prospecter les gens qui likent ton contenu. Hey, Maxime, t'as liké le post par rapport à tel truc. Est-ce que toi aussi tu rencontres ce type de problématique? Oui ou non? C'est une question qui est qualifiante. Savoir est-ce que la personne est problem aware ou unaware, ou alors on n'a même pas le problème. Et si elle n'a pas le problème, ça ne sert à rien de perdre son temps avec elle ou de laisser lui vendre quelque chose parce qu'elle n'en a pas besoin. Et peut-être qu'elle est juste unaware. Et à ce moment-là, elle a juste besoin de consommer plus le contenu de Marion. Et peut-être que ça va déclencher le fait qu'elle passe de là à là. Solution aware, la personne suit Marion, elle sait qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de coaching, super, tu discutes avec elle, tu es une accélératrice du fait qu'elle cherche la solution. Du coup, c'est un prospect qui est froid, mais qui va se réchauffer très rapidement. Parce que son niveau de conscience et de sophistication est intéressant. Et cette personne-là a plus de chances de convertir. Et après, on a les product aware, c'est les personnes qui savent qu'elles ont un problème, qui savent qu'il y a une solution, mais qui en plus de ça ont connaissance de ton produit spécifiquement. Et vu qu'ils ont connaissance de ton produit, qui est, je sais pas, c'est quoi le nom de ton offre par exemple? Phoenix. Ils savent qu'il y a Phoenix, et ils vont avoir un niveau de conscience et de confiance surtout différent de tous les autres, et eux, ils vont acheter. Et tu as les most aware, là, c'est les prospects ultra chauds. Là, c'est généralement tes amis, ta famille, des gens qui te suivent depuis longtemps, qui ne sont pas encore passés à l'action pour acheter, mais il suffit que tu fasses une story avec j'ai 3 places qui se libèrent pour mon coaching, et la personne s'inscrit. Donc, la meilleure solution d'acquisition pour toi, ça va être, d'aller cibler des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des communautés qui sont déjà en échange. Ça peut être des forums aussi, ça peut être, par exemple, en Amérique, ça va être sur Reddit. C'est d'aller sur ce genre de forums et de discussions parce que ces personnes-là ont déjà montré d'elles-mêmes une action d'aller chercher une solution. Elles sont soit là-dedans, soit là-dedans. Sinon, elles ne seraient pas dans ce groupe Facebook. Donc déjà, ça va filtrer tous ceux qui sont unaware. Ensuite, d'aller discuter avec ces gens-là, de créer du lien. Et après, c'est simple. La personne, si on revient sur ce qu'on avait vu, alors je crois que c'est celui-là, la personne, elle est froide dans le groupe, mais elle a quand même connaissance de ses problématiques. Elle sait qu'elle a des problèmes de confiance en elle et qu'elle a besoin d'être accompagnée. Donc du coup, elle va passer de froid à tiède à chaud beaucoup plus facilement que quelqu'un qui... je sais pas, moi, si je te force à faire de la prospection, toi, regarde où tu te trouves. Toi, tu es problem aware. Tu sais que tu as un problème d'acquisition, mais tu n'as pas pleinement conscience que la prospection, ça pourrait être game changer pour toi. Et en fait, on n'a pas réellement envie. Tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, et moi, je viens de te partager la solution. Donc là, tu viens de passer en solution aware, où tu dis, ah oui, en fait, il faut que j'aille cibler les gens de mon contenu qui connaissent déjà la problématique, et puis des groupes Facebook où il y a déjà des gens. Et tu vois, tu commences à activer ta réflexion là-dessus, et je te fais monter en niveau progressivement. Okay. C'est comme ça qu'on fait avec un prospect. On passe sur Clotilde. Clotilde, toi, étant donné que tu vises, et c'est là où ça va être différent, l'approche, c'est que moi, je connais mal ton marché.
Donc, je ne vais pas te dire quoi faire comme ça, mais je vais te donner un framework, une stratégie qui fonctionne peu importe la niche, peu importe le marché. C'est ce que je disais, je crois qu'on en discutait, je crois que c'était avec toi, je ne sais plus avec qui je discutais hier. Vous devez identifier sur votre marché, donc là, c'est oublier ce qu'il y a à l'écran, vous devez regarder sur votre marché que fait le top 1% des gens qui font la même chose que vous. Une agence immobilière, c'est qui le top 1%? Est-ce que c'est Orpi? Est-ce que c'est Century 21? Je ne sais pas quoi. Une fois que vous avez identifié le top 1%, allez leur parler et identifier quels étaient les canaux d'acquisition qu'ils utilisaient quand ils étaient au même niveau que vous, quand ils étaient solopreneurs, quand ils étaient freelance. Donc si je parle à une agence qui fait 1 million par mois et que moi je fais 2000 euros par mois, qu'est-ce que faisait Century 21 quand ils étaient à 2000 euros par mois? Et si c'est du porte-à-porte, et c'est du porte-à-porte, il faut que je fasse du porte-à-porte aussi. C'est le canal le plus simple à mettre en place basé sur ce qui existe déjà pour avoir les mêmes résultats qu'eux. Donc dans ton industrie spécifiquement Clotilde, dans la rénovation, enfin de la décoration d'intérieur, qu'est-ce que font déjà les gens qui ont du succès dans cette niche-là avec des particuliers? Et il faut reproduire la même chose. Est-ce que c'est du contenu? Par exemple, moi je sais que j'ai des personnes que je connais qui faisaient de l'Insta, du TikTok, des time-lapse, de ta, on arrive dans la maison, tout est vide, et d'un seul coup, il y a un time-lapse, et hop, c'est beau, on fait des ralentis, hop, on a fait une belle déco, une belle cuisine, etc. Et hop, et clique sur mon lien en bio si tu veux savoir comment j'ai fait ça. Ça peut être des vidéos TikTok, ça peut être Pinterest, ça peut être des publicités Pinterest. Ça peut être plein de choses. Et pour ça, il faut l'identifier. Pour vous, messieurs, très simple, il y a énormément d'événements d'entrepreneurs. Donc là, vous avez déjà un historique, c'est très simple. Par contre, vous m'avez parlé de construire une offre et un pricing. Ouais. C'est intéressant. Comment est-ce que vous avez déjà réfléchi dans votre tête pour pouvoir construire votre offre et votre pricing? Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut prendre la parole? Je vais lui donner le micro. Vas-y. Bah, déjà, faire le prix de toute la valeur qu'on va pouvoir apporter, entre guillemets. Ouais. Aussi, tout ce que ça va nous coûter à nous, du coup, pour l'organisation. Ok. Mais ouais, c'est vraiment par rapport à toute la valeur qu'on va apporter sur l'événement. Ok. Et vu que c'est une première édition aussi, enfin, vraiment établir le pricing initial, quoi. Alors, c'est très simple. Je vais vous montrer quelque chose qui fonctionne à tous les coups pour construire son offre. Donc, si vous voulez plus de détails, là, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais moi, j'ai fait une formation gratuite qui dure 14 heures dans laquelle vous avez tout. Ça, vous achetez ça facilement 8-10 000 euros auprès d'un concurrent. Moi, je le donne gratuitement parce que c'est que 10% de mes connaissances. Et que c'est mon lead magnet, c'est mon cadeau gratuit, d'une certaine manière. Après, nous, on en a plusieurs, mais ça sert aussi à attirer des prospects froids. Alors, comment fixer un prix? Déjà, on veut, vous voyez le titre, on veut chercher un prix qui permet à son offre de scaler. Qu'est-ce que ça veut dire scaler? C'est-à-dire mise à l'échelle. Ça veut dire que j'augmente le nombre de revenus que j'encaisse, mais par contre, je garde des coûts acceptables. C'est-à-dire que je peux avoir 50 clients demain, au lieu d'en avoir un par jour, je peux en avoir 50 par jour, et je reste rentable. C'est-à-dire que mes coûts ne deviennent pas exponentiels. Ça veut dire que si par exemple, je dois dépenser 100 euros pour te livrer une prestation de service, bah, si je livre 100 personnes comme toi, eh ben, je vais rester rentable sur toutes mes offres. Et que je peux le faire en plus en gardant une belle qualité. C'est pour ça, par exemple, vous avez tous un téléphone. Le téléphone, il est scalable. Pourquoi? Parce qu'il est standardisé. La taille, les micro-composants, tout est standardisé. Ce qu'on veut, de préférence, alors ça dépend des industries encore une fois, mais on aimerait avoir sur de la prestation de service idéalement entre 50 et 80% de marge et vendre le plus cher possible. Qui a la croyance ici qu'il faut regarder sa concurrence pour pouvoir fixer ses prix? Moi non. Ok. Qui a la croyance ici qu'il faut essayer de faire des promotions et de réduire son prix pour être attractif? Ok, tant mieux. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai acheté des prestations au total, j'ai investi plus de 100 000 euros en coaching, en formation, etc. Et des formations que j'ai payées 2 500 euros étaient mieux que certaines à 10 000. Certaines à 15 000 étaient bien meilleures que celles à 300. Et certaines gratuites sur YouTube étaient mieux que celles à 5 000. Donc, il n'y a pas de corrélation directe, dans tous les cas, entre ce que vous facturez et ce qu'il peut y avoir dans le contenu. Vous pouvez acheter un super truc à 5 000 euros, ça peut être de la grosse merde. Parce qu'on parle de branding.
Parce que si le branding, il met en valeur un produit super cher, mais au final, tu l'achètes à cause du branding, mais à la fin, tu remarques que c'est... T'as tout compris. Ah, C'est exactement ça. Tu parles de branding, que le branding fait qu'on peut avoir un beau produit, etc. C'est pas tout le monde achète Apple. Bon, le produit est exceptionnel. Le produit est exceptionnel. Mais vous avez des gens qui vont acheter des voitures très chères qui vont leur coûter la peau des fesses en assurance, ne sont pas forcément top top. Donc en fait, ce qui est déterminant, c'est non pas votre prix, c'est qui vous visez. Si vous visez, c'est simple, vous voulez faire de l'argent, je vais vous donner le conseil que vous pouvez retenir le plus simple du monde. Vendez à des gens riches. Vendez à des sponsors qui sont prêts à mettre 10 000 euros par an minimum. Vendez à des entrepreneurs qui font au moins 10 000 euros par mois. Vends à des entreprises qui font 3 millions minimum par an et qui veulent faire une rénovation de leur bureau en présentiel. Vends à des entrepreneurs, des personnes, des entreprises, du coaching d'entreprise. Je te fais un exemple, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, mais ça serait le chemin rapide. Et toi, pour des particuliers, vends un positionnement de luxe. Oriente-toi que sur le luxe ou que sur du haut de gamme. Parce que votre prix est corrélé. En fait, vous ponctionnez un pourcentage de ce que vous allez apporter à votre marché cible. Si par exemple, je vise un entrepreneur, et je vais prendre l'exemple de vous deux, vous faites un événement avec que des débutants. Bon, le mec qui gagne 500 euros par mois, s'il vient à un de vos événements, bah, ça va durer combien de temps? 2 jours, 3 jours. Donc, la location d'un Airbnb, genre comme ça doit être quoi? Ça doit être 100, 120 euros la nuit, je crois. Un peu moins peut-être? Plus? Ok, plus. Donc, on va dire, ça fait 340, 360 euros pour 3 jours. Bon, si vous devez diviser par un certain nombre d'entrepreneurs, disons que, je sais pas, ton événement, tu le facturerais combien, tu penses? Par personne? Aujourd'hui, par personne, dans l'idée, ce serait autour de 700 euros. Ok, 700 euros. Bon, la personne qui gagne 500 euros par mois, est-ce qu'elle va mettre 700 euros? Voilà, exactement. Vous devez vous adresser à un marché qui est plus intéressant. Et donc, pour fixer son prix, je vais vous donner un framework qui fonctionne toujours. C'est très simple. Alors, ça fonctionne bien pour de la prestation de service, mais c'est un peu plus compliqué pour du coaching en développement personnel ou pour de la rénovation. Mais il faut que vous compreniez le concept pour pouvoir l'appliquer à votre sauce. Nous, ce qu'on fait chez The Machine, vu qu'on vend à des entreprises, les entreprises attendent un retour sur investissement. Elles investissent 10 000 avec nous, elles s'attendent à faire 100 000 de plus à l'année. Parce qu'on va mettre en place des pubs, on va booster leur équipe commerciale, parce qu'on va faire X, Y, Z. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des paliers de quel est le pourcentage de chances que la personne obtienne ce qu'elle veut. Quel est le pourcentage de chances que la personne soit satisfaite de la marque? Quel est le pourcentage de chances que la personne ait confiance en elle et sache négocier ses deals immobiliers, trouver une personne dans sa vie amoureuse, X, Y, Z. Quel est le pourcentage de chances que la personne soit contente de son espace de vie et que son bien immobilier prenne en valeur? Parce que c'est ça, au final, ce qui peut y avoir aussi comme retour sur investissement, outre la partie visuelle. Quel est le retour sur investissement qu'ils vont avoir en construisant un réseau à vos événements et en trouvant des clients? Quel est le retour sur investissement pour quelqu'un qui s'inscrit en tant que sponsor pour ton club? En visibilité, en client, en mémoire répétitive, quand on voit le logo de l'entreprise Danone pendant 10 ans avec le club de foot. Et donc nous, ce qu'on fait chez The Machine, c'est qu'on note des paliers. Par exemple, donc là, c'est des titres à titre indicatif, c'est pas ce qu'on a chez The Machine. Nous, on a un tableau différent, mais c'est le même principe. Par exemple, on a 40% de chance d'ajouter 1 500 euros supplémentaires au chiffre d'affaires d'un entrepreneur. À l'année, ça représente 18 000. Ce qui veut dire que chaque entrepreneur qui vient chez nous, il a 40% de chance d'avoir 18 000 euros de revenus en plus, annuels. Du coup, si moi je le facture 5 000 euros, c'est rentable. J'investis 5 000 euros pour en faire 18 000. Donc, le prix de mon offre, il doit aussi être déterminé par rapport au retour sur investissement que j'apporte à mon client. Combien ça coûte d'avoir confiance en soi? Combien ça coûte de trouver son âme sœur après 10 ans de célibat parce qu'on a eu un burn-out et qu'on n'a plus confiance en soi et qu'on est père de famille et qu'on ne voit plus ses enfants et X, Y, Z? Combien ça coûte? Donc, c'est inestimable. Tu peux pas réellement mettre un prix sur ta question parce que quand moi j'annonce le prix, il y en a des fois qui tiquent un peu, mais je leur dis, OK, là tu vas investir cette somme, mais ça va te servir combien de temps ce que tu vas faire là? OK, elle va pas gagner d'argent puisque c'est du coaching en dev perso, mais ils réfléchissent et ils me disent, en fait, ça va me coûter toute une vie. J'ai OK, donc là, tu vas
engager 3000 sur une vie. Et là, même eux, ils me disent, en fait, c'est rien. Et je leur dis, bah oui. Donc, que ce soit mon offre à 1005 ou à 3000, mais ils se rendent compte qu'en fait, sur les bénéfices de toute une vie, c'est rien. Et encore, ils se rendent compte que finalement, ils vont finir par presque gagner de l'argent parce que quasiment tous mes coachés, finalement, ils changent de métier. Ils ont tellement confiance en eux qu'ils partent de ce qu'ils n'aiment plus. Ils changent de métier, ils kiffent ce qu'ils font. Et finalement, derrière, ils font même plus d'argent qu'avant. Donc, voilà. Donc derrière, la plupart, ils me disent c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc j'ai fait un investissement qui finalement, aujourd'hui, ils me disent finalement ce que je t'ai payé, ben, c'est rien par rapport à ce que ça m'a apporté. C'est ça. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça ou... Qui d'autre déjà, petite question, qui d'autre a ce genre d'objection au moment de ce que vous donnez le prix? Vous avez quelqu'un qui vous dit ah c'est cher. De temps en temps, moi. De temps en temps, vas-y. Ben, moi, de temps en temps, j'ai cet exemple parce que j'ai des clients qui veulent créer une marque de vêtements de luxe, par exemple. Moi, j'ai un produit phare que tu peux revendre à n'importe quel prix si tu poses un bon branding dessus en vrai. Et quand je leur annonce le prix, ben, ils sont un peu choc-barre. On est à les 45 € le t-shirt pour 100 pièces, donc ça fait 4500 €. Plus si tu mets encore des impressions ou voilà, tu veux personnaliser le truc, tu peux atteindre les 70 balles. Mais c'est un t-shirt que tu peux revendre 300 €. Donc si tu revends ce t-shirt à 300 € par exemple et tu le fais x10, ben tu as bien rentabilisé ton t-shirt. Mais ça fait peur parce que c'est un risque. C'est ça. C'est un risque et c'est un gros risque même. Et moi, dans tout ça, il n'y a pas de risque parce que moi, je vends 100 pièces. Et le client, il doit se débrouiller à revendre les 100 pièces. Donc moi, je suis le gagnant dans l'histoire, mais je peux faire gagner le client grâce à la qualité. Mais c'est lui qui prend tous les risques en gros. C'est très intéressant. Tu as soulevé exactement le point que je voulais mettre en avant. C'est que dans votre prix, ce sur quoi risque de tiquer la personne, si elle tique sur le prix, c'est qu'elle n'a pas la confiance nécessaire, la certitude qu'elle peut obtenir le résultat désiré avec ce que vous vendez. C'est uniquement ça. Il peut y avoir des problèmes, oui, logistiques, j'ai pas l'argent sur le compte bancaire, j'ai qu'une partie de la somme. Et ça, l'objection argent est la plus simple à traiter parce qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Ça peut être un prêt, ça peut être quelqu'un qui prête de l'argent, ça peut être, il y a un paiement de client qui arrive dans 10 jours, il faut juste attendre 10 jours. Ça peut être un acompte et ensuite on divise en plusieurs montants. Il y a toujours des solutions. Par contre, avoir la certitude d'avoir les résultats, nous, la certitude, on la met en pourcentage. Donc, par exemple, il y a 5% de chance, enfin 25% de chance, après vous faites vos calculs comme vous voulez au niveau des pourcentages, là ça fait pas 100%, il ajoute 50 000 €, ça fait 600 000. Est-ce que c'est rentable pour lui que je le facture 22 000 €? Si je le facture 22 000 € et qu'il en fait 600 000 de plus, bah c'est lui qui est gagnant, hein. C'est pas moi. Donc c'est intéressant. Mais la seule chose qui peut le faire tiquer, c'est oui, mais est-ce que tu m'assures réellement, avec certitude, que je vais les faire ces 600 000? Et ça, c'est une autre question pour une autre masterclass. Comment est-ce qu'on décompose son prix? Vous avez plusieurs choses. Déjà, moi, je vous conseille d'investir 10% de ce que vous gagnez par pièce vendue en acquisition client. Et c'est là où la plupart des gens se plantent, c'est ce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que super, j'ai fait 10 000 balles ce mois-ci, bon, bah, je me paye 5 000 € d'hôtel, je fais ci, je fais ça, ok, bon, en fait, tu n'as juste pas de stratégie pour investir ton oseille. Donc, 10% de votre prix de vos offres, c'est dans l'acquisition, minimum. Si vous ne faites pas ça, je viens vous tirer les oreilles. 15%, alors ça va dépendre, parce que là, je parle de prestations de service, donc ça va être très variable dans la délivrabilité. La délivrabilité, c'est la production. Par exemple, pour toi, avec des vêtements, tu vas devoir m'augmenter beaucoup plus, tu as beaucoup moins de marge. Mais nous, par exemple, pour du coaching, 15% de ce que tu mets dans ton coaching, et je dirais 20% maximum, ça doit être utilisé pour délivrer ton client. Ça peut être, par exemple, tu n'as plus le temps de faire les coachings. Par exemple, tu as un coaché qui a un problème très spécifique, bah, tu fais intervenir une psychologue, payé à l'heure. Tu vois? Et sur les 3000, 15% de 3000, ça fait un peu plus de 500, je crois, ou 500, quelque chose comme ça. Tu peux utiliser cette enveloppe pour payer un coach ou payer quelqu'un qui vient complémenter ton expertise ou qui vient te libérer du temps. 25% pour les charges si vous êtes auto-entrepreneur. Bien sûr, ça va dépendre si vous êtes en société, etc. Vous allez raquer. Et vous devez viser minimum 50% de profit net. Donc, dès que vous avez tout payé, vos charges, l'URSSAF, l'acquisition client, la délivrabilité, bref, tout, il doit vous rester 50% dans la poche. Vous devez tendre vers ça, vers le long terme. C'est-à-dire que
La raison pour laquelle on fait 50% de profit net, parce que le jour où est-ce que vous avez besoin de faire ce qu'on appelle un big move, demain, votre concurrent principal, coach en développement personnel, 100 000 abonnés, il arrête son business. Il arrête son business, il dit j'en ai plein les fesses, j'arrête ici. Vous allez pouvoir récupérer du marché parce que vu que vous avez beaucoup de profits, vous avez beaucoup d'argent en trésorerie. Et si vous devez envoyer, par exemple, vous avez un budget de 1 000 € par mois en publicité, si vous voulez envoyer 50 000 d'un coup, vous allez défoncer le marché. Et quand je dis défoncer le marché, c'est que vous allez prendre grosse part du gâteau. Et pour pouvoir faire ce type de big move, ou si par exemple, je sais pas, il y a un deuxième Covid, par exemple, ben vous êtes baisé en fait si vous n'avez pas de cash de côté. Et la raison pour laquelle certains restaurateurs, etc., ont du mal, c'est parce qu'ils ont très peu de profit, donc ils ont peu de cash qui reste en banque. Dernier point, on va passer sur vos prix. Vous m'avez dit combien pour l'événement? 700. Aux alentours de 700. C'est très intéressant, c'est un prix qui est intéressant. Maintenant, faites le calcul pour voir si vous êtes rentable, même en dépassant. Gardez un petit pourcentage, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si on doit dépenser par client 10% de plus? Parce que, je sais pas, il y a un dégât des eaux ou un truc comme ça dans un lieu. Et regardez si vous êtes rentable. Pareil, bon, toi, c'est assez simple parce que c'est des dons, de ce que j'ai compris, hein. C'est ça? C'est des dons. Là, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est défiscalisable. Donc là, c'est plus au niveau de vos adhésions au club qu'il faut faire une étude là-dessus. Mais là, je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que je connais moins. Et pour Clotilde, là, c'est là où ça va être très intéressant. C'est que si tes concurrents, je sais pas, disons que ça coûte combien de faire, par exemple, rénover une cuisine comme ça, de réarranger, de redécorer, etc. Ça coûte combien? Je le fais au devis, mais Ouais. ça doit être dans les 2 000 €. 2 000 €, ok. Qu'est-ce qui fait que tu fixes ce prix de 2 000 €? Sachant que c'est une estimation, bien sûr, hein. Mais ça dépend de ce qu'attend la personne. Est-ce qu'elle va attendre du 3D, de la précision dans les dessins, ou si c'est juste la configuration. D'accord. On avance ensemble Ça sur dépend de la sur 3D, ouais. de la configuration. Ok. Selon toi, est-ce que si tu ferais x2 sur le prix de manière arbitraire, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui achèteraient quand même? Je sais pas. Tu sais pas. C'est la cible, en fait, c'est ce que tu disais, c'est aller vers les gens qui ont de l'argent. Et même avec des gens, je vais vous dire, qui n'ont pas toujours de l'argent, ça fonctionne. 10 à 20% de votre audience est prête à acheter pour 5 fois le prix. On a fait même l'étude statistique. J'ai vu ça dans un cours de marketing. On l'a testé chez nous et ça fonctionne. Alors c'est variable, hein, mais nous, chez nous, on a des gens, 10 à 15%, qui sont prêts à acheter à 5 fois le prix. Ça, c'est la valeur perçue. Une fois qu'ils comprennent la valeur que tu apportes. C'est parce que c'est multifactoriel. C'est des gens qui ils matchent avec votre personnalité, ils voient la valeur, ils sont éduqués et ils sont chauds. Apple, c'est le meilleur Vas-y, exemple. Bah, je pense que Apple, c'est le meilleur exemple. Je pense exactement. Voilà. Tu vois, surtout au Luxembourg, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu as des familles de 4-5, ok? 4-5 personnes par famille. Un salaire de 2 000, 3 000 pour toute la famille. Ils ralassent l'iPhone hein, à 1 500 ou 1 300, 1 200. Ça m'étonne pas. Je vais vous dire comment on a fait des fois x2 à x3 sur le business de certains clients. On a juste fait x2 à x3 sur le prix. C'est tout. Avec la même cible. Et une cible qui est pas riche, qui est pas pauvre, mais qui est moyenne. Et c'est pas toujours le branding. Alors le branding est un facteur très important de développement d'une boîte. Ça vous permet d'attirer des meilleurs talents et des meilleurs clients qui restent sur le long terme et qui sont très faciles à closer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 rendez-vous pour les closer, vous pouvez les closer en une demi-heure. Et en paiement one shot. C'est-à-dire qu'ils payent tout d'un coup. Donc par rapport à votre prix, quel est le retour sur investissement que vous apportez? La décomposition du prix et vous réinvestissez en acquisition parce que ça vous permet de lancer une machine continuellement. Bien sûr, vous pouvez faire une étude de marché, qu'est-ce qui se fait sur le marché, mais généralement, on est en France, il y a beaucoup de croyances sur l'argent. Si vos concurrents ils ont mis un prix, il y a au moins une chance sur deux que ce soit lié à des croyances par rapport à l'argent. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le prix. Maintenant, si vous voulez en savoir plus pour les deux collègues, je vous filerai l'accès. Dans ces modules qu'on a, la première chose qu'on fait dans cette formation, c'est qu'on définit une offre qui est scalable. C'est-à-dire qu'on va déterminer qui est notre avatar cible, quel est le segment de marché qu'on veut viser. Est-ce qu'on veut viser le luxe? Est-ce qu'on veut viser des entrepreneurs qui font 10 à 20 cas par mois? Est-ce qu'on veut viser des entrepreneurs qui font 5 cas par mois? Est-ce qu'on veut viser des agences, des solopreneurs, des freelances? Bref. Qu'est-ce qu'on livre précisément pour pouvoir avoir un discours commercial précis? Moi, si je devais pitcher votre offre, je vous ferai le pitch juste après. Qu'est-ce que je dirais dedans?
Selon toi, quel est le meilleur pitch pour vendre ton événement? Aujourd'hui, les arguments qu'on mettrait en avant, ce serait donc déjà qu'on travaille avec du haut de gamme, donc que ce soit des personnes qui soient à, comme tu dis, à 5 000 – 10 000 euros, des personnes que si elles sont dans un endroit haut de gamme, déjà, elles vont avoir un travail de visualisation autour de ce séminaire. S'ils font 50 – 100 000 euros, bah, ils vont être dans un endroit haut de gamme, donc ils vont pas être dépaysés de où ils sont. Ensuite, bah, ils vont rencontrer des gens, donc c'est quelque chose qui a pas de valeur en fait, que c'est pas mesurable à cette valeur-là de rencontrer des gens avec qui tu peux travailler toute ta vie. Et ensuite, après, nous, on a pareil, toute la valeur qu'on va apporter, que ce soit avec des interventions, avec le travail qu'ils vont faire aussi avec nous, bah, c'est quelque chose qui va leur durer toute leur vie, même si c'est pas quelque chose qu'ils peuvent mesurer. Aujourd'hui, s'ils sont là pour avancer, s'ils sont là pour trouver des nouvelles personnes, et s'ils sont là parce qu'ils veulent aussi prendre part à une expérience, parce qu'au-delà d'un séminaire, d'un événement, c'est une expérience, et aussi c'est l'appartenance à terme à un projet qui va être soit récurrent, soit durer dans le temps. Bah, derrière, le retour sur investissement, il est même pas mesurable parce que c'est quelque chose de vraiment hyper long terme, que ce soit en relation, en valeur, etc. Alors, je vais en faire rire certains, mais je peux faire un meilleur discours en 3 phrases. Je t'explique, juste pour que vous ayez du contexte. J'ai sondé à l'époque, c'était il y a un moment, on ne se connaissait même pas avec Bacha et Marion. J'avais un mec que je connaissais qui faisait régulièrement des business clubs et je discutais avec lui et je lui demandais la raison pour laquelle ils allaient dans des business clubs. 3 raisons. La première, c'était des mecs, c'était trouver des meufs entrepreneuses. C'est un truc qui m'a fait rire, tu vois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième chose, trouver des clients. Troisième chose, c'était trouver des clubs dans lesquels ils pouvaient intervenir et proposer leurs services. Qu'est-ce qu'on a touché? On a touché des besoins primaires de la pyramide de Maslow. Qui connaît la pyramide de Maslow? Besoins primaires. Se reproduire. On a une partie un peu plus haute dans la pyramide qui est plus l'ego, le spirituel, dans le sens où je me mets en avant, etc. Donc c'est quelque chose de statut, d'ego, etc. Et on a trouvé des clients, on est pareil dans la partie survie, faire du cash, payer son train de vie, payer son manger, etc. Donc le discours que tu as eu, qui a été en plusieurs phrases, je peux le résumer en 3 phrases. Tu viens à cet événement, tu vas trouver des clients. Si tu es bon, on va te mettre en avant dans le club pour que tu puisses partager tes services. Et potentiellement, tu peux trouver des personnes avec qui tu peux bien t'entendre. Ça peut être des amis, ça se trouve une copine, un associé, des gens à recruter pour ta boîte. C'est tout. Et on peut même aller plus loin. C'est que dans le club, on a 3000 personnes. On fait un événement par semaine. À chaque semaine, il y a à peu près 50 personnes. Si tu viens chaque semaine pendant 1 an et que tu prends une licence sur 1 an, tu vas rencontrer toutes les semaines 50 personnes. Et potentiellement, chaque semaine, tu peux closer au moins un client à 2 000 euros. Donc, ton potentiel sur 1 an, c'est de faire plus de 100 000 euros avec le club. Tu vois comment je projette la personne à travers un retour sur investissement et que je cible quelque chose qui fait partie de la pyramide de Maslow. Et ton discours commercial, il est axé sur le résultat désiré ultime que veut la personne inconsciemment dans sa tête. Tu vois la différence? Donc là, tu as un pitch qui est intéressant, que les gens vont écouter, mais qui reste trop de surface. Et là, tu as un deuxième pitch qui est direct axé sur le résultat désiré ultime, interne, au point de vue subconscient. Et non, et ça c'est une excellente question, je vais la répéter globalement, c'est est-ce que je pars de ce que j'ai envie ou je pars plutôt d'une étude de marché? Ça c'est justement l'erreur ultime que même moi j'ai fait. Alors j'ai monté 2 boîtes et c'est ce que j'ai fait au tout début sur ma première boîte et oh mon Dieu, j'ai pris une claque de remise en question à ce moment-là. Ça a été quelque chose. Hein. Donc, je vais vous expliquer quelles sont les étapes précises à suivre pour pouvoir se lancer sur le marché d'entrepreneuriat. Déjà, la première chose que vous devez regarder, c'est le marché. Donc, le marché, c'est un mot qui est un peu large, mais déjà, d'un point de vue macro, quelle est la tendance de mon marché? Si je suis sur le segment de l'IA, l'intelligence artificielle, je suis sur un marché qui est en croissance et qui a plus de 50 000 acheteurs potentiels. Le prix potentiel d'achat sur de l'IA, ça va du petit logiciel ChatGPT à 20 $ par mois à des grosses solutions d'IA à plusieurs millions. Donc déjà, le prix d'achat d'une prestation de service dans l'IA, c'est un prix qui est variable, mais on peut aller sur des prix très élevés. C'est un marché en croissance et il y a plus de 50 000 acheteurs potentiels, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Et en plus de ça, c'est un marché en tendance. Je prends le marché du journalisme. Tout ce qui est papier comme Le Monde, tout ça, ce sont des mauvais marchés. C'est des marchés qui sont en descente
qui sont sous perfusion et qui chaque année perdent des utilisateurs et des consommateurs. Donc c'est un très mauvais marché. Et je peux faire la meilleure offre du monde sur du papier, le meilleur magazine. Je suis sur un marché qui est en descente. Donc, soit je peux me positionner dessus et je peux être un média indépendant et puis essayer de trouver des solutions, mais je suis quand même sur un marché qui descend. On a ChatGPT qui peut résumer les informations. Et là, bon, qu'est-ce que vous avez proposé de différent? Ça va être plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent. C'est un marché qui est difficile. Le deuxième niveau, c'est l'offre. Et dans l'offre, moi, je comprends toujours l'avatar. L'avatar, le prix, ce que vous livrez, etc., le service. Ça va de pair. Ça va de pair parce que le marché est différent de l'avatar. Dans un marché, il peut y avoir plusieurs avatars. Dans le marché de l'IA, il peut y avoir les PME qui font tant de chiffre d'affaires à tant de chiffre d'affaires et qui ont telle problématique d'IA. Il peut y avoir les restaurants, il peut y avoir les serruriers, il peut y avoir les boîtes de la biotech. Ce sont plusieurs avatars dans un même marché. Donc attention, déjà choisissons un marché et ensuite choisissons un segment de marché. Et sur ce segment de marché, il y a plusieurs avatars. Moi, par exemple, je suis positionné sur le marché de l'entrepreneuriat en ligne, principalement. C'est un marché qui est en croissance. Mon segment de marché, ça va être les entreprises qui font entre 3 000 et 100 000 euros par mois. Donc, c'est un marché qui est assez large, sur lequel j'ai plusieurs avatars. J'en ai 3 principalement. Et donc, pour chaque avatar, je vais avoir une offre. Dans mon offre, quel est le segment de marché que je vise, notamment mon avatar? Et bien sûr, qu'est-ce que je vends pour chacun de ces avatars? Par exemple, la perte de poids, c'est un très bon exemple. Vous avez le marché de la perte de poids qui est un excellent marché et vous avez plusieurs avatars. Vous avez les femmes qui sortent, par exemple, qui ont été enceintes. Vous avez les femmes qui ont un excès de poids morbide, par exemple, elles ont des maladies. Vous avez X, Y, Z. Prise de masse, pareil. Vous avez les skinny fat. Il y a plein de types de corps. Et une fois que vous avez défini votre offre, ce qui importe ensuite, ça va être vos compétences commerciales. Est-ce que vous êtes bon en vente? Ou est-ce que votre équipe est bonne en vente? Donc, c'est toujours de la gauche vers la droite, et plus vous êtes à gauche, plus c'est important, plus vous allez vers la droite, moins c'est important. Donc, vous pouvez être sur un marché en croissance avec une bonne offre et être nul en vente. Vous pouvez être une quiche en vente, mais si vous avez une super offre sur un super marché sur l'IA, ça va se vendre comme des petits pains. Donc, une fois que tu as choisi ton marché, tu cherches une problématique à laquelle va répondre ton offre. Ouais. Et à définir donc ton segment et ton rapport. C'est ça. Et je vais répondre principalement à ta question, c'est est-ce que je pars de quelque chose que j'aime ou pas? La réponse est non. Et pour ça, on utilise un principe très simple. Alors là, c'est surtout pour des entreprises qui veulent faire du cash, tu vois, qui veulent faire entre 100 et 1 million par an. Toi, je me doute que si tu as peut-être envie déjà de commencer à structurer pour faire peut-être 2, 5 000, 6 000, je ne sais pas, quelles sont tes ambitions? Je ne connais pas les étapes, mais moi, c'est décorréler mon temps Ok. de l'argent. Quelque chose de scalable. Quelque chose de scalable et décorréler son temps de son argent. Bon. Est-ce que tu... Il faut que je fasse par les premières étapes. C'est ça. Il faut que je m'en répare. C'est ça. Je vais vous montrer, alors celle-là. Nous, les critères qu'on a quand on travaille avec des gens, donc par exemple pour quelqu'un qui veut faire 1 million par an, c'est-à-dire à peu près 80 K par mois, c'est à peu près, ça va dépendre. On cherche 50 000 acheteurs potentiels ou plus, là c'est sur du B2B, donc c'est pour des entreprises. Bien sûr, c'est bien aussi d'avoir sur du particulier. Du particulier, on aimerait même en avoir plus. Une LTV élevée, ça veut dire Lifetime Value, c'est combien de temps, pendant toute la durée de vie d'un prospect, au sein de notre écosystème, donc par exemple quelqu'un qui est sponsor de ton association, combien d'argent va nous rapporter cette personne? Est-ce qu'elle nous rapporte 5 000, 10 000, 50 000, 200 000? Plus cette valeur est élevée, mieux c'est, parce que cette valeur-là, c'est probablement la plus importante. Le coût d'acquisition, je le paye. Comment? C'est ton panier moyen. Alors, c'est pas ton panier moyen. C'est la somme de tous les achats de tes clients. C'est la somme de tous les achats. Moi, j'ai une question. Ouais. Moi, par exemple, quand j'ai eu l'idée du textile, c'est exactement ça que j'ai pris en compte. Ouais, tu as eu raison. Parce que je me suis dit, le textile, ça existera probablement toujours. Ouais. Premièrement. C'est ça. Et deuxièmement, tout le monde veut du textile. Tout le monde veut du textile. Tout le monde veut créer une marque. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, tu auras toujours des personnes qui voudront créer des marques.
Et voilà, un client qui vient chez moi et qui dépense une fois et qui est satisfait, il va revenir. C'est ça. Voilà. T'as tout compris. T'es passé sur un très bon marché. Et l'enjeu pour toi, c'est de les fidéliser parce que le coût d'acquisition, tu le payes qu'une fois, soit par exemple avec ton temps en allant parler à des gens à des événements, soit par de la publicité. Mais par contre, plus ta LTV est élevée, plus l'argent que te rapporte quelqu'un est élevé, plus tu peux réinvestir en publicité. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je fais un des événements d'entrepreneurs aussi, et par exemple, chaque client vous rapporte 1400 € dans son cycle de vie. C'est-à-dire qu'il fait 2 événements à 700 €. Si moi, ils achètent au total à 10 000 €, donc 10 fois plus, je peux vous bouffer sur le marché parce que j'ai 10 fois plus de possibilités d'investissement en publicité que vous. Donc l'enjeu, c'est non pas l'acquisition, c'est la rétention. C'est ce que je recherche. Eh ben, c'est très très bon point. Et après, tout ce qu'on a vu, facile à trouver et à contacter, bon, en ligne pas forcément, marché en croissance, et de préférence, si on est sur des grosses boîtes, il faudrait qu'au moins ils puissent nous payer 50 000 € sur le premier contrat. Ça, c'est vraiment pour des grosses boîtes. Mais par exemple, pour Clotilde, si j'étais à ta place, après c'est à voir si tu kiffes, tu vois aussi. J'irais viser des grosses boîtes qui ont besoin de faire des gros plans, et là c'est des devis à 10, 12 000, je sais pas. Tu vois. Mais j'irais chercher ça parce que c'est les clients. J'irai chercher du B2B en business et comme ça, j'ai le cash. Ce cash-là, je le mets de côté, je développe mon offre, mon branding, ma communication et après, je peux toucher plus facilement du particulier avec de la pub. Mais ça reste mon avis. Oui, tu commencerais par du business et faire un choix du cash. C'est ça. C'est pas forcément la meilleure manière de faire. Des tâches, oui, tu dis des plans, voilà, des tâches pas forcément qui me nourrissent pour l'instant, mais faire rentrer du cash. C'est ça. Générer de la pub. C'est ça. Aller chercher du B2B, pas forcément quelque chose que tu kiffes pour pouvoir faire du cash, et ensuite se concentrer plus sur ce que tu veux. Donc partir déjà de problématiques existantes et non pas de forcément toi ce que tu veux. Tu vois? Je me rappelle de mon problème au début. Alors, vas-y, je te redonne le micro. C'était quoi ton problème au début? La logistique. Oui, la logistique. Alors vas-y, parle-nous de la logistique. Quel est ton Bah, problème en fait, moi, mon business à moi, en fait, c'est un business grave intéressant, mais il y a le relationnel, il y a la logistique, il y a le produit, il y a la communication avec le fabricant. Il y a plein de choses à mettre en place et je suis seul. Donc c'est galère en vrai. Mais je suis en train de le mettre en place, mais la logistique, c'est le plus galère, on va dire. On va aborder ça. Alors attends, je vais juste vérifier au niveau de l'enregistrement. Allez, c'est parti. Alors, ta question sur la logistique, toi, c'était que tu fais tout seul, Ouais. que c'est compliqué à gérer. Ouais. C'est hyper simple comme problématique. Trop simple. Donc, moi, je vais pas forcément projeter des choses. C'est quoi ta marge nette, ton profit? 40%. Tu fais quoi de ces 40%? Je les mets de côté. Tu les mets de côté. En toute transparence, tu as à peu près combien de côté? Tu n'es pas obligé de dire la somme exacte, tu peux donner une échelle. 4 chiffres. Ok. Presque ça. Presque 5. À quoi sert cet argent? Qu'est-ce que tu prévois de faire avec cet argent? Investir. L'investir. Alors l'investir, c'est un mot large. Qu'est-ce que ça veut dire investir? Dans quoi? Bah, j'ai un ami trader. Un money trader, ouais. On fait de l'APR garantie. Donc, Ok, ouais, je connais, ouais. Je fais de l'investissement aussi. Donc c'est ce que je fais et en fait moi j'ai un capital personnel et j'ai le capital de la société. Moi en fait actuellement je lui donne mon capital mais je voudrais lui léguer mon capital d'entreprise pour qu'il fasse rentrer de l'argent tous les mois dans l'entreprise. Donc tu veux faire fructifier ta trésorerie d'entreprise auprès d'un tiers pour que ça te fasse des revenus supplémentaires chaque mois. Pour pouvoir investir plus fort. Plus fort, dans ce phase des intérêts composés, etc. Ok, ça marche. Déjà, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que le rythme de vie que tu as actuellement, avec le nombre de clients que tu as, te correspond? Ou est-ce que Pour l'instant, oui. ça te va? Bon, la problématique ne se trouve pas dans le fait de la gestion de la production, c'est qu'en fait, tu es satisfait, tu es dans un confort, en fait. Non, je ne suis pas dans un confort. Ah, c'est ça que j'attendais. Je connais mon problème, ok? Je sais c'est quoi. Je Ah. fais trop de choses. C'est intéressant. Je fais trop de choses. Mais en fait, tout ce que je suis en train de mettre en place, c'est un écosystème. Ce que je suis en train de faire, le textile. Quoi. C'est pour ça que je mords sur les dents. Enfin, tu vois où je veux en venir. Là, je comprends tout à fait. Et quand tu dis que tu fais trop de choses, c'est-à-dire que tu fais des journées de combien d'heures? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Ça dépend. Est-ce que tu trouves que tu travailles trop ou que tu travailles pas assez? Des fois, je travaille trop, des fois, je travaille pas assez. Ok. Quelle serait la solution selon toi pour pouvoir avoir une meilleure production et puis faire tout seul?
Abandonner un business, pourquoi abandonner? Pour gagner plus de... Ouais, déléguer aussi, mais abandonner un business dans le sens où pour que j'ai plus de temps pour moi, mais maintenant le délégué, il faut le payer, il faut rémunérer. Ah, est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu m'as dit que tu avais du cash de côté. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le cash ou est-ce que tu as peur de déléguer? J'ai pas peur de le déléguer, j'ai le cash, mais je veux pas encore. J'ai pas assez de cash, on va dire. J'ai le cash, mais je veux plus de cash pour pouvoir déléguer. Donc c'est une peur parce que tu as largement le cash en fait. Tu n'as pas de problème logistique. C'est plus une croyance ou une peur derrière. Non, c'est même pas une peur, j'ai envie de te dire. Comment, comment est-ce que je peux te l'expliquer? Tu veux investir combien pour déléguer? C'est quoi le montant que tu es prêt à mettre pour déléguer quelque chose? Actuellement, à mon échelle, Ouais. 1500 1005. Par mois ou en une fois? en une fois. En une fois. Donc tu as 1005 de budget pour déléguer quelque chose. Ça, oui. Et qu'est-ce que tu veux déléguer précisément? Ben, par exemple, structurer ma société, faire structurer ma société dans le sens où parler avec mon fabricant, genre déléguer vraiment cette tâche-là, que moi je gagne déjà tout ce temps de la Ok. production, Ok. tout ce qui est production, Ça représente quel volume horaire par jour? 2 heures. 2 heures, c'est pas beaucoup. Il y a des autres choses, Ok. Et c'est quoi les autres choses? podcast, branding, je suis en train de créer une agence marketing. Ouais, mais ça c'est un autre projet, ça. C'est un autre projet. Mais c'est D'accord. un projet qui est en rapport avec mon premier projet. Ouais, ça vient soutenir le premier en C'est synergie. ce que j'ai dit, c'est en fait, Ouais. je propose tout. Je propose du branding, je propose une stratégie marketing Ok. pour les marques de vêtements qui vont s'établir. Et je propose la production. D'accord. Donc, tu as un business sur lequel tu as une deuxième activité en cours de montage pour pouvoir avoir un écosystème complet qui vient se renforcer. Tu veux faire fructifier ton épargne auprès d'un tiers pour pouvoir avoir plus de cash à investir sur le long terme et faire un effet de compounding. Le problème, c'est que tu veux avoir 2 heures de plus dans ta journée, mais tu n'es pas prêt à investir pour avoir ces 2 heures. Donc, c'est que la douleur intérieure n'est pas suffisamment forte pour que tu passes le pas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver une solution aujourd'hui pour déléguer à quelqu'un pour 1500 € pour un certain temps, ça peut être 3 mois, et du coup récupérer ces 2 heures par jour qui peuvent se traduire en plus de prospection, plus de ventes, plus de chill, comme tu veux. Selon toi, est-ce qu'il existe ce genre de solution? Oui, Est-ce que certains de tes concurrents les mettent en place? probablement. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Ben, parce que moi, en fait, je me sens pas encore prêt pour lancer mon offre complète. Ah, De la logistique, comme je l'avais dit au début. tu te sens pas encore prêt. Quand tu dis sentir, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Qu'est-ce qui fait que Je tu... me sens pas prêt à cause de la logistique, dans le sens où tant que j'ai pas une logistique qui est carrée, Carré. je peux pas lancer le truc. Parce que tu penses que si demain tu as 100 clients qui te font des commandes, ça pète dans tous les sens. Ça fait- Ok, je vois très très bien la problématique. C'est une problématique de scaling. Et Donc- c'est réel, hein, Mais bien sûr, c'est réel. vachement réel, parce que Ah oui, là, c'est comme on a discuté du e-book. Si maintenant je lance un e-book et que tout le monde l'achète à 2 balles et que tout le monde dit, ouais, en fait, il y a grave d'informations, Mhm. mais moi maintenant j'ai envie de lancer ça avec lui et qu'il y a 20 personnes qui m'écrivent. Mhm. Comment je fais, moi? comment tu fais pour gérer 20 personnes qui achètent ton e-book et qui sont intéressées, etc. Ok, c'est une problématique typique de scaling. Je ne parle pas forcément de toi, même si je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans. L'une des problématiques principales de scaling des entreprises, c'est pas tellement que la partie logistique, c'est l'état d'esprit. C'est la personne s'auto-sabote inconsciemment à pas signer plus de clients parce qu'elle croit que sa livraison client va péter. Ça m'est arrivé aussi. Et ça, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que oui, ça va péter, mais le scaling, le chaos du scaling, il faut l'accepter en fait, parce que c'est que temporaire. Un scaling, c'est des vagues. C'est-à-dire que j'ai un flux de clients très élevé, mais le problème, c'est que ça va commencer à péter en tous les sens. Donc, je dois redescendre un petit peu pour stabiliser. Je stabilise et je repars pour une phase de croissance. Donc, dès que tu acceptes cette part de chaos et que tu libères un peu de contrôle, c'est là où réellement ta boîte va exploser. Parce que c'est plus de l'ordre du mindset. Maintenant, une petite solution custom pour toi. Il existe de super assistants virtuels, j'en parlais avec Clotilde, qui sont à Madagascar, que tu as payé 500 € par mois, qui vont bosser 2-3 heures par jour pour toi, pour qui tu vas créer ce qu'on appelle un process. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un SOP? J'ai le terme en tête, mais je vois plus. D'accord. Est-ce que tu veux que je te montre ce que c'est? Ouais, Ou alors tu préfères à l'oral, comme tu veux. je peux faire les deux. Je peux faire les deux, très bien. Je vais vous montrer ce que... Oui, pas de souci.
Je vais vous montrer ce que vous pouvez créer dans votre entreprise dès maintenant pour pouvoir justement avoir plus d'effets de levier. Donc, votre entreprise, elle doit être, mais n'importe quel projet, hein, même une association, peu importe, hein, elle doit être décomposée en étapes. Nous, par exemple, on a un programme, ça c'est un ancien fichier, hein, on l'a mis à jour depuis, mais vous devez avoir des étapes logiques. Et quand vous créez des étapes logiques qui se succèdent une par une, c'est ce qu'on appelle un plan de livraison. Et ce plan de livraison suit une certaine logique, c'est-à-dire qu'il permet de rendre un résultat répétable. C'est-à-dire que si, par exemple, avec Clotilde, je fais un diagnostic, un devis pour un client, mais c'est à chaque fois c'est du sur-mesure de 0, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. Ça aussi, c'est un problème. Et oui, c'est un problème régulier ça. Parce que moi, je fais du sur-mesure. Parce que tu fais du sur-mesure. Mais dans ton sur-mesure, il y existe des étapes répétables qui font que c'est pas si sur-mesure que ça. Et c'est par exemple, le meilleur exemple, c'est l'iPhone et la Mac. Le Mac est un élément standard. Et pourtant, vous pouvez le personnaliser, votre expérience. Vous pouvez personnaliser le logiciel, votre fond d'écran, etc. Donc, comment est-ce que toi, et là je te pose une question ouverte, comment est-ce que toi, à travers ta propre livraison client, tu peux documenter chaque grande étape, avoir du détail et de la personnalisation sur chaque élément. Par exemple, nous, quand un client rejoint chez nous, il y a un audit. Et par exemple, on va créer une offre à un moment. Donc, créer une offre, c'est l'étape générale. Mais par contre, on va créer une offre personnalisée par rapport à chaque personne. Donc, vous voyez, on fait du personnalisé. Par contre, les grandes étapes restent des grandes étapes. Donc, une fois que tu as ton plan de livraison, tu vas marquer en face, tu vas mettre un lien vers un Google Doc. Et ce Google Doc contient toutes les étapes ou les réflexions à mettre en place pour livrer le client. Donc, pour toi, ça peut être des choses bêtes. C'est quand on a une nouvelle commande, on reçoit une notification sur Slack ou sur WhatsApp. Il faut répondre en moins de 2 heures. Il faut envoyer telles informations à la personne qui va produire. Il faut émettre les factures. Il faut faire ça, ça, ça. Ensuite, il faut attendre le retour pour, je sais pas, le concept de design de je sais pas quoi. Et tu vas lister les étapes. Et c'est ton assistant, par le fait que toi-même tu le fais déjà au quotidien, ton assistant qui va lire ces tâches-là, qui doit faire, c'est guide en fait, c'est un tutoriel, hein, c'est un tutoriel mais écrit ou vidéo comme tu veux, et qui va prendre le relais sur toi. Et tu lâches du contrôle. C'est comme un process en fait. C'est un process. Les process, je l'ai fait justement. Donc, Bien. Moi, je sais comment parler à chaque client, Super. prendre sa commande sur mesure. Mhm. Ça, je sais le faire. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est que chaque client va avoir une attente différente. Et vu que moi, je peux tout faire, et c'est là où réside l'erreur, vu que je peux tout faire, le client va me demander 20 000 trucs. Mhm. Et moi, je ne peux pas limiter toutes ces demandes parce que effectivement, je peux tout faire. Ouais. Tu vois, du coup, chaque client va me demander quelque chose d'autre et peut-être que la personne à qui je vais déléguer ne va pas tout savoir ces choses-là. Ouais. C'est que moi qui les sais en fait. Alors nous, cette problématique qu'on a résolue chez nous, c'est vu que ton client, ils ont plusieurs demandes et que tu fais tout, tu as plein de services à livrer. Nous, par exemple, on peut livrer plein de choses. On peut livrer un coaching en prospection, un coaching en vente, mettre en place des publicités, mettre en place une équipe commerciale, superviser une équipe commerciale. Et tout ça, ça fait que ça va être lourd à mettre en place. Donc nous, ce qu'on a fait, et là, par exemple, pour vous, pour les événements, si vous faites des événements spécifiques, thématiques Halloween ou je sais pas quoi, vous avez plein de types d'événements, plein de types d'entrepreneurs, etc. Ça risque d'être intéressant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister toutes les étapes de votre accompagnement ou de votre service et vous allez lister toutes les options possibles que vous avez déjà livrées. Que vous avez déjà livrées. Pas qu'on va vous demander dans le futur, quand vous avez déjà livré. Vous les listez et quand vos clients rejoignent votre écosystème, vous faites un choix. Il y a des modules. Voici ce qui se passe si je prends la prospection, voici ce qui se passe si je prends la vente, voici ce qui se passe si je prends le branding avec toi, etc. Et dans chacune de ces grandes parties, vous allez lister les sous-étapes et vous allez construire autour de vous un recrutement de consultants ou d'experts à qui vous allez déléguer. Par exemple, demain, tu as besoin de publicité, tu viens chez nous. Hop, moi j'ai une personne qui est spécialisée pour les publicités, elle a déjà tout le process. Hop, elle vient et c'est elle qui va prendre en charge ton profil. Toi, tu viens pour de la vente. Hop, tu viens. Donc ça fait un service supplémentaire à livrer. J'ai quelqu'un qui est sur la vente. Et hop. Et la seule chose que moi j'ai à faire, c'est de la relation client, de la stratégie globale, et à suivre le projet pour m'assurer qu'il fait bien ses séances de coaching sur la vente, m'assurer au niveau des chiffres que son taux de vente augmente, et que par exemple, s'il faisait 3 ventes par mois, qu'il passe à 10 ventes par mois, et juste à faire du contrôle, de la supervision, parce que je suis un entrepreneur, je suis pris freelance, je suis entrepreneur.
Et ça, c'est un moyen de scaler à une boîte avec quand il y a plein de services. C'est un scaling horizontal parce que tu vas chercher des talents face à chaque service, tu crées un process pour chacun. Et si tu as besoin d'avoir des phases créatives, parce que par exemple, tu as besoin de faire un point, genre ce client, il a besoin d'un tel type de t-shirt, etc., tu peux avoir des sessions créatives où est-ce que tu dis, OK, chaque semaine, on se pose 3 fois 1 heure, et dans ces 3 fois 1 heure, on itère sur le dossier du client. Ah tiens, ça, ce logo, c'est pas mal, tiens, ces couleurs, c'est bien. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un Notion Ouais. où, pour chaque client que j'ai, je leur envoie un lien Notion où je récapitule tout ce qu'on a parlé. Ouais, c'est bien. Qualité qu'il a choisi, Cool. impression, blablabla. Cool. Et en fait, ça lui permet d'avoir une vue globale sur tout ce qu'on a déjà fait. Mhm. Donc, il y a des mock-ups, il y a C'est s'il m'a cool. donné un vêtement, il y a son t-shirt. Voilà, ça permet en fait au client d'être rassuré en fait. C'est bien. C'est très bien. Et ça, par exemple, tu peux le déléguer à un assistant pour qu'il te mette en forme 80% du truc et toi, tu repasses sur les 20% par exemple. Maintenant, je l'ai déjà fait. Du coup, C'est bien. Donc, tu vois, tu sais déléguer quand même au minimum, tu vois. Non, mais je l'ai fait dans le sens, j'ai déjà tout créé. Maintenant, Ok. je dois déléguer. Ah, d'accord, ok. Ok, je crois que tu avais déjà délégué cette partie. Non, non, j'ai pas délégué. Parfait. On a beaucoup parlé. Je propose qu'on s'arrête là. D'accord? Donc, si vous avez des problématiques personnelles, on en discute. Et bien sûr, je peux vous échanger des tips. Merci pour votre attention. Je sais qu'on était tous un peu fatigués après le repas. Et Merci. voilà. Merci.